Et bienvenue pour cette première conférence du cycle de conférences de la section jeux vidéo du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Première conférence qui sera dédiée au monde virtuel, donc une conférence qu'on a sous-titrée Les mondes virtuels du MMORPG à la VR. Donc on va un petit peu dresser en fait le portrait de l'histoire des jeux en ligne massivement multijoueurs et plus particulièrement de leur communauté, c'est-à-dire comment évoluent les joueurs ensemble dans des mondes virtuels, quel comportement ont les joueurs en tant qu'avatar dans les jeux et les mondes virtuels, ce qu'on appelle les open sim, jusque en fait à l'AVR en fait, qui va nous servir un petit peu d'ouverture, savoir si la VR en fait est une forme plus forte d'immersion en fait dans ces univers virtuels, et si elle implique des choses différentes en termes de comportement, de communauté et d'immersion personnelle, on va dire. Donc j'ai avec moi Yann Min, qui est là-bas derrière, qui est l'un des pères de la cyberculture français, qui a démarré sa carrière en 1900 qui a démarré sa carrière en 1979. Première exposition au Centre Pompidou, donc à Beaubourg, à Paris, en 1983. Et qui du coup a travaillé autour des grands mythes de la science-fiction, de la cyberculture et des communautés en ligne, notamment sur Second Life. Nous avons Patrick Schmoll, qui est un anthropologue strasbourgeois qui a travaillé lui autour des communautés en ligne, ainsi que Michel Natchez, qui a déjà pu travailler et organiser des conférences autour des mondes virtuels. Donc voilà, on est très content d'avoir ces trois messieurs avec nous. Et puis, on va tout de suite commencer en fait, peut-être avec un petit historique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexandre. Alexandre qui co-organise Si avec ça moi va. donc la section jeux vidéo du Festival du film Voilà. fantastique. Et s'il faut présenter toute la table, et Théo Arbogast, responsable de la section jeux vidéo réalité virtuelle, donc Merci. hôte, maître de cérémonie. Merci beaucoup. Alors oui, alors par où commencer peut-être en effet, je pense si vous voulez prêter à l'exercice historique de essayer de parler des origines de ce qu'on peut appeler peut-être monde virtuel, qu'est-ce qu'un monde virtuel, à la fois du point de vue de l'anthropologue, des anthropologues et puis de l'artiste. On commence avec Yann, qui a les oreilles qui bougent. La machine à selfie de Yann. Parfait. Alors, c'était quoi la question? L'histoire des mondes virtuels. Ah non, mais c'est fou, j'en ai pour 2 jours là. Quand c'est l'histoire des mondes virtuels. Alors, il y avait à Web Today à Nantes une très belle conférence de, comment il s'appelle, un créateur de monde immersif justement, qui a fait un sujet sur l'histoire des mondes virtuels, et ça lui a pris 2 heures. Moi, j'aurais tendance, en m'inspirant de ce que Pierre Friquet a raconté sur les mondes virtuels, on peut remonter à la caverne de Platon. C'est simple d'ailleurs, c'est à part les grottes préhistoriques, c'est-à-dire les premiers mondes virtuels vraiment importants, je dirais, c'est les... Ouais, c'est ça, c'est les grottes préhistoriques. D'ailleurs, je peux même vous le montrer. Je vais vous montrer. Tu as posé la question qui tue. Alors, combien j'ai de temps pour raconter cette histoire de monde virtuel? Tu me donnes une demi-heure? Non, pas une demi-heure, hein, on va quand même, je vais vous laisser la parole, mais justement ça tombe bien parce que le No-Museum raconte ça. Donc le No-Museum, c'est un musée virtuel, je ne vais pas vous le refaire, hein, c'est là-haut, c'est un musée virtuel qui me sert à raconter l'histoire de la cyberculture, et justement j'ai modélisé une partie qui traite précisément de ce sujet, à part le transhumanisme, etc. Et on va aller directement justement vers la grotte. Que voilà. Donc je dirais que voilà, ça c'est le début de l'histoire de l'humanité. Et les mondes virtuels commencent là. Ils commencent là, c'est l'ADN, l'apparition de l'ADN. Alors vous allez me dire, mais quel rapport entre l'ADN et les mondes virtuels? Et bien en fait, c'est une nouvelle intuition qui est apparue dans la science contemporaine, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'ADN, on commence à formaliser la notion d'information. L'ADN est un système qui permet de transmettre de l'information, et la vie est une entité qui instrumentalise la matière pour assurer sa survie et sa pérennité. Et donc, la vie n'existe pas.
La vie, justement, appartient à la virtualité, appartient à l'immatérialité. Et la vie instrumentalise la matière. Donc, et c'est expliqué dans un très bon bouquin, parce que ça, c'est une intuition de Yann Min que j'ai eue depuis très longtemps, mais je vous conseille Le fil de la vie, ce bouquin-là, qui est excellent, où c'est vraiment des scientifiques contemporains qui commencent à formaliser la notion de vie à travers la notion d'information. Alors l'information, on ne sait pas ce que c'est, hein. Ce n'est pas le showbiz, ce n'est pas la télévision, c'est quelque chose de très mystérieux, qui est dynamique, qui n'existe que dans une dynamique. Il faut que ça soit codé et décodé. Et donc il y a déjà du virtuel, de quelque chose qui appartient à l'immatériel dans les structures mêmes du vivant. Et alors l'autre mythe très très puissant, qui est un mème, hein, je ne sais pas si vous savez ce que sont les mèmes, là, ça c'est toute l'histoire de la vie, donc je suis en train de remonter l'évolution du vivant. Et donc je disais, la vie n'existe pas, c'est de la matière informée. Et on va aller jusqu'à la grotte. Donc un des grands moments du virtuel, je dirais, et dans l'histoire du vivant et de l'humanité, c'est le moment où on a l'apparition des grands simiens, hein, des chimpanzés, etc., l'âge de pierre, l'homme de Néandertal, qui est déjà une entité qui traite du virtuel, l'homme de Néandertal. Mais je vais rentrer dans la grotte. Et dans la grotte, on se retrouve au moment où il y a l'intuition de la noosphère. Je suis un peu fatigué, alors vous voyez, j'ai du mal à piloter pour aller droit. Et là, je rentre dans la grotte et je trouve dans les grottes préhistoriques, à l'époque de la femme de Cro-Magnon, c'est par équité, j'ai mis la femme de Cro-Magnon plutôt que de mettre l'homme de Cro-Magnon. Hein, on parle toujours de l'homme de Cro-Magnon, alors j'ai mis la femme de Cro-Magnon. Et là, il y a un moment très important dans l'histoire de l'humanité. C'est le moment de la création de la noosphère, ce que Teilhard de Chardin appelle la noosphère, et c'est le moment où l'humanité s'entoure d'images. Il y a un moment à moins. Alors, c'est un peu un roublard, Teilhard de Chardin, lui, il met ça au néolithique. Hein, il dit que l'homme s'entoure d'images au néolithique. En fait, c'est bien avant, c'est à peu près moins 50 000 ans, qu'on voit apparaître un espace informationnel entourant l'humain. Et donc moi je dirais le virtuel vraiment tel que nous le connaissons maintenant naît à ce moment-là où les hommes préhistoriques commencent à peindre des choses autour d'eux et à générer un espace virtuel immersif qui est bien évidemment la grotte préhistorique. Bon, ça c'est mon interprétation et je vais m'arrêter là pour ta question parce qu'après je remonte jusqu'à l'invention de la perspective à la Renaissance et ça va nous prendre un bon moment. Mais je vous cite juste 4 personnages emblématiques. Teilhard de Chardin qui est là sur la droite, qui invente le concept de noosphère. Philippe Cadic qui lui appelle ça des plasmes, appelle ces entités informationnelles qu'on rencontre dans l'univers humain. Et Neil Stephenson avec le samouraï virtuel, Neil Stephenson va inspirer la création de Second Life au créateur de Second Life à travers un roman qui s'appelle le Snow Crash, voilà, le samouraï virtuel, c'est ça. Et le dernier que j'adore, hein, alors c'est rigolo parce qu'on a d'un côté Teilhard de Chardin qui est un mystique chrétien, qui est un jésuite. Et puis on a l'opposé, c'est Richard Dawkins, qui est un chercheur en génétique, qui est anti-religion à fond la caisse, anti-créationniste surtout, mais qui invente le concept de mème. Alors pour ceux qui ne savent pas, les mèmes, c'est de regarder l'information à l'envers, c'est d'inverser la pensée, et l'information, ce sont des entités vivantes. Les idées, les concepts sont vus comme des entités vivantes qui se servent de nous pour se reproduire et se propager. Et donc, je ferai revenir, enfin, ça fait partie du virtuel. Et donc, le virtuel, l'immersion, n'est que la formalisation contemporaine d'un processus qui a commencé à l'aube de l'humanité. Voilà, excuse-moi, je suis toujours très bavard. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que ça remonte à un petit bout de temps, quand même, si on suit ton raisonnement, Yann. Quand est-ce que vraiment on peut dire que avec l'avènement de l'informatique, etc., et la création d'univers virtuels numériques, quand est-ce qu'on peut dire que des open sim ou des jeux massivement multijoueurs sont nés et ont commencé à voir des communautés actives se former et échanger entre elles? Patrick, peut-être? Oui, ou Michel sur la... Ça va, on m'entend là? Oui. Michel, peut-être sur la question un peu plus strictement des mondes infographiques, parce que j'ai bien aimé la manière dont Yann positionnait l'historique, en remontant jusqu'à la préhistoire, parce que personnellement, quand je parle virtuel, je ne me limiterai pas à la question des mondes infographiques. Donc c'est important effectivement de revenir bien avant, dans la mesure où on a des communautés qui se forment en ligne
qui tournent autour de mondes qui sont pas en 3D. On pense en particulier aux premiers mondes informatiques comme Habitat par exemple, qui était un monde en 2D géré sur des vieux Commodore 64, donc où on procédait tableau par tableau. Ça n'empêchait pas les gens d'habiter en quelque sorte ces mondes virtuels, parce que pour qu'il y ait la sensation de faire partie d'un de ces univers, il faut un certain nombre de conditions. L'une est une condition qui est justement technologique, c'est la fidélité de la représentation. Et alors c'est vrai que les mondes infographiques, d'abord en 3D, vu à l'écran, et aujourd'hui la réalité virtuelle avec une immersion qui sollicite non pas seulement le visuel mais l'ensemble de nos sens, ça apporte quelque chose de plus. Mais avant cela, on jouait ou on visitait des univers qui étaient d'abord des univers qui étaient pris dans une fiction ou un imaginaire partagé. Donc il y a cet aspect technologique de la fidélité de la représentation, mais il y a deux autres facteurs qui sont importants. Le premier, c'est l'adhésion subjective, c'est-à-dire la manière dont nous, personnellement, on se projette dans le monde et on en fait un monde. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on joue en solo à des jeux vidéo, et les gamins qui jouaient avec des Game Boy, avec des représentations qui étaient relativement pixelisées, pas très fidèles en termes de représentation, ça ne les empêchait pas dans la cour de l'école de discuter, puis d'échanger leurs Pokémon et de passer à la limite plus de temps, des études l'ont montré, à converser entre eux et à faire société entre eux, qu'à jouer proprement dit aux jeux vidéo. Et le troisième aspect, c'est cet aspect social, c'est-à-dire que on est projeté dans un espace à partir du moment où on est plusieurs à discuter. Et là, c'est plutôt les technologies de réseau en général, et pas seulement la réalité virtuelle qui est impliquée. C'est-à-dire que ça marche aussi bien avec des téléphones portables, avec Internet. C'est-à-dire que dès que vous arrivez dans un univers où vous commencez à discuter à plusieurs dans cet univers, vous avez immédiatement, cognitivement, la création d'un espace. C'est-à-dire vous ne pouvez pas faire autrement que de vous représenter la communication qui se passe entre vous comme se déroulant à l'intérieur d'un espace. Et la meilleure preuve en est que les premiers concepteurs d'Internet ont commencé à utiliser des terminologies qui sont des terminologies spatiales, c'est-à-dire que lorsque vous êtes à l'écran, vous ne consultez pas une page, vous visitez un site. Un site, c'est un terme spatial, vous avez une home page en anglais, vous naviguez, vous surfez sur Internet. Tous ces termes sont des termes spatiaux, de déplacement à l'intérieur d'un espace, et ce n'est pas juste parce que les concepteurs du début ont voulu que ce soit comme ça, parce que dans certaines langues, vous avez un terme, par exemple, comme le terme de signet ou de bookmark en anglais. Donc, pour rappeler dans votre historique le site où vous voulez aller, en mongol, me disait une collègue anthropologue qui est spécialiste des Mongols, ça s'appelle dans un terme qui veut dire poteau télégraphique. Pourquoi ? Parce que le gars qui est tout seul dans la steppe sibérienne, pour pouvoir se repérer, il utilise les poteaux télégraphiques. Donc il y a cette idée donc d'un espace virtuel qui est relativement indépendant, mais accompagné quand même par les technologies. Donc on y reviendra parce que c'est important pour pouvoir discuter virtuel, de ne pas rester strictement sur la question des mondes infographiques, mais de déborder, quoi. Donc, quelque chose oui, je veux juste l'historique. Oui, l'historique. Donc je veux juste préciser que je suis cyberanthropologue et que j'étudie les univers virtuels. Je suis donc ethnologue et donc je fais du terrain dans Second Life et je travaille dans l'univers virtuel de l'université de Strasbourg qui s'appelle l'Agri Ever pour environnement d'enseignement et de recherche. Environnement virtuel d'enseignement et de recherche. Voilà, donc oui, alors je pense que à peu près, c'est à la fin des années 90 que les choses ont commencé à démarrer parce que c'est là que le réseau Internet s'est mis en place et que les joueurs de jeux vidéo se sont mis à interconnecter les serveurs. Et donc moi, à l'époque, je jouais à Quake.
et à Doom, et on a commencé à voir donc des combats sur Internet en connectant donc les différents ordinateurs entre eux, et on avait donc des scènes où on se partageait des champs de bataille, et c'était assez violent. Donc c'est à peu près à cette époque-là que les choses ont démarré. Et c'est aussi à cette époque-là où je me suis acheté mon premier casque de réalité virtuelle et j'ai joué à Quake et à Doom avec ça. Et je peux vous dire que ça a déménagé énormément. Qu'est-ce que c'était comme technologie, justement, ces casques-là de l'époque? Qu'est-ce que c'était comme technologie, les casques de l'époque dont vous parlez, les casques de réalité Les virtuelle? mêmes qu'aujourd'hui. D'accord, Sauf très bien. qu'ils ont évolué, c'est tout, mais c'est la même technologie. Hein. C'est des écrans devant les yeux, sauf qu'ils étaient de très basse définition, 300 x 200 et quelques. Aujourd'hui, on a mieux. Il y avait le son, hein, donc, okay. Et le tracking, c'est-à-dire que quand vous tourniez la tête, vous pouviez voir les choses comme dans la vie réelle, quoi. Regardez en l'air, vous aviez le plafond de la pièce, regardez le sol, vous aviez le sol, etc. Et moi je jouais aussi à un jeu qui s'appelait Descent, et ce jeu-là permettait d'avoir une incrustation vidéo de l'arrière, de ce qu'on voyait derrière soi. Donc c'était assez perturbant parce qu'on voyait le devant et l'arrière en même temps dans le casque de réalité virtuelle, et quand on était attaqué, ça devenait vraiment extrêmement difficile à maîtriser. Bon, ça on y reviendra, mais malgré le fait que la définition était mauvaise, le tracking fonctionnait extrêmement bien et c'était hyper réaliste. Voilà. Donc à partir du moment où les réseaux Internet a commencé à interconnecter les jeux vidéo, les communautés se sont formées, hein, les communautés de Quake, les communautés de Doom, les autres, toutes les communautés des joueurs. Et puis petit à petit, ça c'est devenu vraiment, il y a eu un engouement pour ça, parce qu'on faisait des expériences fortes, on vivait des choses fortes, et surtout, comme il n'y avait pas de règles au départ, les gens se créaient ses propres règles. Ils faisaient des codes d'honneur, ils écrivaient ça sur leur site internet, nous nous comportons comme ça, nous avons ces règles-là, le respect des autres, etc. Et c'était très tribal. C'était très intéressant de voir à quel point donc, les jeunes joueurs, surtout des ados, restructuraient leur univers et se donnaient des règles de conduite à eux-mêmes. Et ensuite, plus tard, les choses se sont développées, et en 2003 est apparu Second Life, et qui est toujours là, et qui a permis à des gens d'expérimenter des choses fantastiques. Tout à l'heure, vous parliez de la naissance d'Internet, et il me semble, lorsqu'on a préparé cette conférence, et c'est quelque chose qui, il me semble, vient spontanément quand on pense au monde virtuel, on pense à l'interconnexion entre individus, entre personnes qui parcourent ces mondes virtuels. Et en fait, alors il y a des expériences solo. Quand on pense à la VR, on pense peut-être moins à des expériences partagées, mais on pense quand même peut-être au monde virtuel. Et du coup, je voulais simplement vous poser cette question. Lorsqu'on est plusieurs dans le même monde virtuel, qu'est-ce que c'est que habiter un monde virtuel? Quelle est cette nouvelle forme d'habitat? Ouais. Alors, habiter un monde virtuel, c'est une bonne question. Et surtout qu'il y a eu un article qui m'a beaucoup fait plaisir, où il y a eu une recherche faite par un... Il y a beaucoup de... En fait, c'est rigolo, Second Life, parce qu'il y a énormément de chercheurs, de sociologues qui explorent Second Life et qui font des articles de fond, des réflexions très, très intéressantes. Et il y a eu un article de fait où j'habite les mondes virtuels. Alors, habiter les mondes virtuels, d'abord, il y a plein de phénomènes qui se produisent. Il y a plein de phénomènes. Donc, la première étape qui se produit lorsqu'on est dans un monde virtuel, lorsque vous créez vos sims dans le Second Life, et c'est ce qu'exploite Second Life, on va faire du mimétisme par rapport au monde réel. C'est-à-dire, et alors c'est pour ça qu'il y a plein de maisons ringards, il y a tout un univers complètement ringard dans Second Life, parce que les gens reproduisent un espace virtuel réel qu'ils reprojettent dans les mondes virtuels et vont commencer à y habiter avec leurs avatars. À tel point que d'ailleurs Second Life a créé des sims spéciales. Ils ont créé des espèces de grands ensembles ringards où il y a plein de maisons toutes pareilles, toutes japonaises ou toutes grandes, toutes building ou nordiques ou autres. Et puis on s'installe et on a notre avatar qui vit dans le monde virtuel. Donc c'est purement symbolique, mais il va se produire un phénomène très très particulier.
si on commence à s'accrocher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton avatar est dans une maison, il y a un processus mental où, et c'est ça qui est très étrange, on se sent dans sa maison. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans notre espace, qu'on a commencé à l'aménager, qu'on a commencé à le décorer, on est chez nous. Et on invite des gens. On invite des gens chez nous, comme on les invite dans le monde réel. Alors, c'est une convivialité dématérialisée qui est beaucoup plus puissante et efficace que Facebook. Facebook, vous n'invitez pas quelqu'un sur votre mur. Hein, même si vous mettez ces images, c'est juste un mur où on colle justement des images. Dans les mondes virtuels, il y a cette espèce de jeu métaphorique, et c'est très étonnant parce que le subconscient l'investit. C'est-à-dire que du fait qu'on ait... Alors le mystère, le fameux mystère de Second Life dont tout le monde parle, c'est comment ça se fait que ces petites figurines en 3D peuvent générer un tel investissement. On pense... mais ça n'est pas prouvé du tout, on pense que ce sont les neurones miroirs, les fameux neurones miroirs. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des neurones miroirs. Hein. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle ce que c'est l'idée des neurones miroirs? Oui. Alors, c'est des recherches qui ont été découvertes récemment, qui sont toujours un peu controversées, mais en gros, lorsque je fais ce geste-là, devant vous, vous avez des neurones associés à la motricité dans le cerveau qui miment et qui reproduisent ce mouvement-là. Donc vous avez des petites poupées virtuelles, invisibles, non actives, hein, c'est-à-dire qui font que mimer tout ce qui se passe autour de vous. Mais par contre, ça permet à l'esprit d'anticiper ce qui va arriver. Si tout d'un coup, je vais faire un geste brutal ou commencer à avoir une action un peu différente, il y a déjà eu un traitement préalable de l'information par le cerveau pour éventuellement réagir à ce que je fais. Et en fait, on pense que les avatars en 3D qui bougent comme ça activent les neurones miroirs. Et donc, ça veut dire aussi, à partir de ce moment-là, que vous avez une part de votre subconscient qui est en train d'investir la relation dématérialisée. Que ce soit quand vous faites un shoot 'em up, que vous êtes en train d'avancer dans des jeux de combat, ou que vous êtes en train d'établir une relation sociale dématérialisée avec des avatars. Or, qu'est-ce qui se passe dans des univers de type Second Life? C'est que nous créons des relations sociales dématérialisées symboliques. Mais ce sont des vraies relations sociales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas neutres. En face de nous, ce n'est pas comme dans les Sims. En face de nous, derrière les avatars, c'est l'entité la plus complexe de l'univers connu qui est en relation avec nous, c'est-à-dire l'humain. Nous sommes en relation avec des humains. Et donc le subconscient, déjà appelé par les neurones miroirs, appelé par la mise en scène de l'espace dans lequel on habite, le subconscient investit la relation. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aussi, c'est le même processus qu'avec les casques de réalité immersive. À partir du moment où, quand vous rejouez à un jeu vidéo, vous êtes distancié, vous ne bougez pas. Donc le subconscient ne rentre pas ou à peine dans la boucle de commande. À partir du moment où le système vestibulaire est synchronisé à la vision, le subconscient rentre dans la boucle de commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, tout ce que vous vivez est faux. Évidemment, on est tout à fait conscient qu'on est dans un monde virtuel, mais pour le subconscient, c'est perçu comme vrai. À tel point qu'on va avoir le vertige. Le fait qu'on a le vertige, c'est bien que le subconscient, pour lui, il est vraiment persuadé qu'on est en train de marcher au-dessus du vide dans certains jeux. Et les neurones miroirs avec les avatars engage le corps dans la relation dématérialisée. Si on fait un décor de maison, etc., et qu'on commence à avoir des relations dématérialisées avec d'autres avatars, eh bien c'est réel. C'est-à-dire ces relations cessent d'être ludiques, vidéoludiques, distanciées. Nous sommes investis comme nous sommes investis dans une relation sociale normale. Et donc c'est ça que moi je pense que ce que veut dire habiter les mondes persistants, c'est qu'on habite les mondes persistants à un certain niveau, exactement comme on habite un lieu réel. Et on a des parts de nous-mêmes qui deviennent des résidents des mondes persistants, qui créent une relation sociale. Et donc je terminerai sur les choses que j'évoque à chaque fois, c'est que dans le monde réel, le fait d'habiter quelque part, c'est vous habitez ou vous travaillez. Là, vous êtes sur un lieu de travail. Lorsque nous passons d'un lieu de travail à un lieu d'habitation, donc dans l'intimité, nous changeons de personnalité. Nous n'avons pas la même personnalité lorsque nous travaillons ou lorsque nous sommes dans l'intimité. On va appeler ça les individualités. Nous avons au moins deux individualités, une autre individualité quand on va faire du sport avec les copains, et ainsi de suite. On a plein d'individualités, mais on passe de l'une à l'autre sans s'en rendre compte. La formule que je dis souvent, le XXe siècle a brisé l'atome, a brisé l'insécable, et à briser l'individu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'individus, il y a une multitude de dividus. Nous sommes composés d'une multitude d'individus, et vous, les jeunes générations,
vous le faites, mais tout à fait naturellement. C'est-à-dire que lorsque vous jouez à un jeu vidéo, que vous investissez dans une relation de guerrier, dans comment il s'appelle, World of Warcraft par exemple, etc., vous endossez des individualités qui sont souvent des grandiloquentes, excessives de guerriers. Mais c'est absolument pas neutre. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes habité, nous sommes habités, nous habitons et nous sommes habités par des entités qui appartiennent à l'imaginaire collectif de l'humanité, et nous fabriquons des multi-individualités. Et l'un des premiers jeux qu'on fait dans Second Life, par exemple, c'est d'incarner notre avatar féminin, notre anima ou notre animus. Sauf que cet avatar que nous utilisons n'est pas neutre, puisqu'il commence à avoir des relations sociales dématérialisées fortes, amoureuses, érotiques, sexuelles, avec d'autres humains. Et nous développons une multitude d'individualités exotiques, puissantes, qui ne nous perdent pas. Ça, c'est mon point de vue, et je termine donc juste là-dessus, qui nous enrichissent. C'est-à-dire, à travers le cyberespace et la multiplicité, en habitant le cyberespace, nous sommes actuellement en train de conquérir une nouvelle frontière, en train d'explorer de nouvelles frontières, à la fois des frontières de notre psyché, de notre psychisme. Qui pouvait faire ça avant? Qui pouvait habiter le cyberespace avant? Eh bien, c'était les auteurs et les comédiens. Nous avions le privilège de faire ça, mais la majorité des gens ne pouvaient pas s'autoriser ces jeux de démultiplication de personnalités. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est que massivement, on a tous les jeunes de la planète entière qui sont en train de jouer aux jeux extrêmement dangereux et passionnants que pratiquent les comédiens, les auteurs et les acteurs depuis des millénaires. Bon, alors en fait, tu as déjà anticipé sur la question des identités. Tu es parti Michel voudra réagir là-dessus, mais avant ça, je voudrais quand même rebondir sur la question de l'habiter, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que nous nous sentons dedans. Parce qu'il y a quand même des mondes virtuels qui sont inhabités. On peut visiter sur le net l'état de l'équivalent de Second Life, et même à un moment donné, Second Life a connu un pic et puis est retombé. Et il y a des mondes virtuels dans lesquels on peut se balader. Il y a de belles places infographiques, mais il n'y a personne, et on n'y rencontre personne. Donc la question de l'habiter, c'est au fond la question qui intéresse aussi les concepteurs de ces mondes, c'est-à-dire comment les rendre attractifs, comment faire que les gens restent dedans. Et là, ça nous amène à quelque chose qui va au-delà de la simple attractivité, de l'esthétique, de la beauté de certains de ces mondes virtuels, qui est comment est-ce que ça fonctionne. Et la question se pose non seulement pour ces mondes-là, mais pour d'autres univers en mode partagé. Donc, moi, la première fois que j'ai été confronté, au fond, quand j'ai démarré à travailler sur Internet d'un point de vue anthropologique, j'ai d'abord été sur des forums il y avait un forum qui traitait d'une chasse au trésor, qui existe encore d'ailleurs, et le forum et la chasse au trésor, donc c'est la chasse à la chouette d'or. Et l'autre espace que j'ai pratiqué, c'était un univers massivement multijoueur en ligne, donc le jeu Mankind, qui existe encore lui aussi, bien qu'il ait été racheté par les Chinois et puis qu'il soit plus autant à la mode que certains autres jeux de stratégie en ligne dans des univers de type spatial. Donc, ce qui m'a frappé, par exemple, dans un univers qui n'est pas un univers infographique, mais qui est au fond simplement un forum internet comme celui de la chasse au trésor, c'était le fait que les gens, à force d'échanger, finissaient par créer le monde dans lequel ils vivaient. Et il me semble qu'il y a un certain nombre d'ingrédients qui existent pour qu'un monde virtuel ait du succès et que les gens soient dedans. C'est d'abord qu'ils échangent. Il faut qu'il y ait des interactions, il faut que les gens fassent des choses ensemble. Et c'est pour cela aussi que le virtuel, il est d'abord dans nos têtes et dans nos têtes aux uns et aux autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une représentation partagée à l'intérieur de laquelle j'ai un rôle, j'ai un destin, j'ai des missions à remplir avec d'autres. Et c'est cela qui fait que j'ai habité ce monde. Ça joue, puisque vous évoquiez en quelque sorte les prémices des mondes virtuels qui sont
les jeux de rôle sur table, enfin les jeux de rôle papier. Un jeu de rôle papier, au fond, technologiquement, c'est pas compliqué, hein, c'est du papier et un crayon. Donc, on pourrait même se poser la question, et peut-être qu'on pourra en revenir dessus, puisque là encore, ça fait partie de l'historique, comment est-ce qu'émergent les mondes et comment est-ce qu'émergent les technologies qui accompagnent ces mondes. Pourquoi une technologie, au fond, qui date de Gutenberg, à savoir du papier, du crayon, donc depuis le XVe siècle, le XVIe siècle, on a ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas inventé des jeux de rôle d'aventure sur table à cette époque-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont rendus possibles seulement à partir des années 70, fin des années 60? C'est que la technologie va permettre peut-être d'actualiser, d'accompagner ça, parce qu'il va y avoir ensuite les premiers jeux de rôle en monde textuel, donc les MUD, les Multi-Users Dungeons de l'époque, où vous vous baladiez au fond dans des univers hypertextes qui étaient uniquement des textes. Puis ensuite, il y aura les premiers jeux vidéo. Mais ce qui est important, c'est en fait qu'il y ait une narration, qu'il y ait une histoire dans laquelle on est en prise et on devient des personnages, des acteurs de cette histoire. C'est ça qui me semble important. Et maintenant, on peut effectivement passer au sujet sur lequel tu as glissé et tu nous emmènes, qui est celui des identités, mais je vais laisser la parole du coup à Michel. Oui, parce que j'aimerais retourner sur la question de l'habitation, puisque personnellement j'habite Second Life depuis 3 ans. J'ai effectivement une maison, j'ai un terrain et j'ai aussi une maison d'édition. Et donc j'ai une activité professionnelle aussi dans Second Life, hein, c'est de publier des livres, de publier des BD, des bandes dessinées. Et là, je suis en train de tourner un film. J'ai réuni les acteurs pour tourner un film sur le suicide de l'avatar. On pourra en reparler après, puisque ça concerne les identités aussi. Mais pour revenir à cette histoire d'habitation, donc oui, les résidents de Second Life, au départ, Linden Lab, la société qui a créé Second Life, a donné un espace vierge. Ce sont les résidents qui ont tout construit. Ils ont pris les avatars et s'ils sont appropriés. Ils ont commencé à créer des vêtements, ensuite ils ont commencé à créer des plantes, ils ont créé des maisons, ils ont commencé à créer des clubs pour aller danser ensemble, et puis finalement c'est devenu une société extrêmement complexe, avec des tas de communautés qui s'aiment ou se détestent, qui se font la guerre, etc., avec des tas de races, des tas d'activités différentes, des activités sexuelles aussi, extrêmes même. Et donc, et puis des choses très cool, très gentillettes. On a de tout, mais c'est les résidents qui ont tout fait. Et donc c'est une communauté qui est basée effectivement sur la communication, les échanges sociaux, parce que le système en lui-même, c'est-à-dire les outils que donnait le Linden Lab, étaient des outils de communication. Il y a un chat, ensuite est venu la voice, c'est-à-dire la voix, le fait qu'ils puissent parler. Et donc à partir du moment où les avatars ont pu parler, donc ça a été une sorte de révolution. Et aujourd'hui, ces outils sont restés les mêmes, mais les avatars ont rendu Second Life beau, puisqu'ils ont créé des tas de choses, etc. Et, voilà. Alors habiter dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une autre vie. Ça veut dire que j'ai en fait 2 vies. Une vie ici, dans le real life, comme on l'appelle, le monde réel, mais c'est pas, pour moi c'est plus le monde réel, c'est juste un univers en plus. Et puis la vie que j'ai là-bas, dans Second Life, qui n'est pas un truc virtuel, qui est une vraie vie, où j'ai des relations avec de vraies personnes, et où il y a une autre communauté, et où on fait d'autres choses. Donc ce sont des superpositions. Ces univers, en fait, je ne les oppose pas, je les mets en parallèle, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai 2 identités. J'ai mon identité, celle que vous avez ici en face de vous, et l'autre, qui a un nom et qui a un look et qui est différente. C'est-à-dire que, bon, on peut revenir à la question de l'identité, pour continuer dans cette histoire, c'est que ce qui m'intéressait au départ, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans l'univers virtuel et qu'on y reste longtemps. Donc j'ai voulu y vivre. Et effectivement, j'ai pu constater que petit à petit naissait en soi l'expression d'une autre identité qui n'est pas vraiment différente de la première, mais qui n'est pas la même non plus.
Et du coup, la question est de savoir, bon, qu'est-ce qui se passe en soi? Et donc, j'ai appelé ma maison d'édition Schizoid Books, avec le mot schizoïde, pour bien montrer, en fait, avec un petit clin d'œil, qu'on était dans une espèce de découverte de la schizophrénie, mais qui était, en fait, une schizophrénie non pathologique, c'est-à-dire quelque chose de naturel. Ce que j'ai découvert, en fait, c'est que dans notre culture occidentale, on considère en fait que quand on a deux identités, on est voué à finir à l'asile. Mais en fait, c'est une caractéristique normale du psychisme humain. Je remarque que grâce aux univers virtuels, on découvre en fait que nous avons des capacités mentales qui permettent de s'épanouir et nous montrent un côté riche de nous-mêmes, parce que le fait que ces identités émergent nous montre à quel point nous pouvons avoir des caractéristiques différentes et qui nous montrent des facettes de nous-mêmes inconnues. Voilà. Donc ça, c'était pour introduire un peu le concept d'identité. Et donc, oui, c'est vrai que Yann appelle ça l'individualité. Moi, je les avais appelés les subpersonnalités, mais je pense que le terme d'individualité est meilleur. Non, c'est très bien aussi, super. Parce que bon, le terme de sub veut dire qu'elle est en dessous de l'autre. Mais c'est pas sub, pas forcément. Mais en tout cas, bon, moi, je la considère comme étant égale. Et donc, je suis en train d'explorer ce côté-là. J'essaye d'aller à fond de mon autre identité pour pouvoir aller aux limites et voir éclater les limites du mental humain. C'est ça qui m'intéresse. Oui, juste pour corriger, enfin, à mon avis, le terme de subpersonnalité est effectivement pas mauvais pour rendre compte des expériences que l'on peut avoir, notamment dans les mondes virtuels, mais également dans d'autres situations. Parce que l'idée, c'est pas qu'il y ait des personnalités premières et puis d'autres qui sont subordonnées, c'est le fait qu'il y a plutôt une multiplicité de personnalités qui existent en nous en tant que subpersonnalité, y compris celles que nous jouons au quotidien dans la réalité, qui est au même plan que les autres, et qui sont en quelque sorte, pour reprendre cette terminologie de subpersonnalité qui est héritée en fait de Carl Jung, hein, ça un petit peu de là, qui sont au service du moi qui est en retrait, quoi, qui est l'opérateur en quelque sorte de ces subpersonnalités. Bon, il y aurait tout un historique à faire sur la manière dont ça peut se mettre en place de nos jours par rapport aux différentes conceptions de la personnalité, du moi, de l'identité, à partir de Descartes, en passant par Freud jusqu'à nos jours, quoi. L'idée en gros, c'est que ce que les technologies actuellement de réseau accompagnent, c'est cette possibilité d'avoir plusieurs personnalités, d'être différents dans différents mondes, en fait. C'est-à-dire qu'il existe différents mondes possibles, le monde réel, les mondes réels dans lesquels nous sommes d'ailleurs déjà partagés, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est accompagné, qui est développé par les nouvelles technologies, mais qui existe déjà depuis un siècle. C'est-à-dire que les fondateurs de la sociologie, en quelque sorte, et notamment Georg Simmel pour la partie allemande de la sociologie, avaient déjà identifié le fait que l'urbanisation, la création de la grande ville, la grosse Stadt, comme il l'appelait, avait pour effet une modification des modes identitaires que nous avons, des rapports que nous avons à notre monde. Lorsque vous vivez dans un village et que vous travaillez dans ce village, que vous êtes marié, que vous avez vos enfants dans ce village, que tous vos amis, au fond, sont dans ce même collectif, vous êtes une seule personne pour tout le monde. Tandis que lorsque vous commencez à vivre dans un univers urbain dans lequel vous habitez à un endroit, vous allez travailler dans un autre endroit avec d'autres personnes qui ne connaissent pas votre famille, que vous avez également des communautés d'élection à travers des activités associatives, du sport, etc. Vous pouvez être différent, jouer différents rôles, être différentes personnes à différents endroits. Et c'est cette partition déjà de l'identité qui est inscrite dans l'urbanisation et la modernité avancée qui va être, vers la fin du XXe siècle, facilitée, accompagnée par l'émergence des technologies de réseau.
personnalité, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu à l'émergence de l'observation de ces phénomènes et que les terminologies sont encore, on va dire, instables. Votre grand concept que je vais un peu poser sur la table, et j'espère que vous allez vous en parler, mais je sais que ça va être propice à discussion. Moi, c'est la question de l'avatar qui, pour le coup, me semble un peu surplombée du coup, ces définitions-là. Je sais que Yann l'emploie souvent dans son discours, vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Et là aussi, peut-être, cette notion d'avatar, d'où est-ce qu'elle vient? Je me rappelle sur les forums en ligne que je fréquentais il y a une dizaine d'années, nous n'avions pas de photo de profil, nous avions des avatars qui nous permettaient de nous identifier en mettant une petite image. Donc c'était un terme qui était déjà un peu glissé, et voilà, je voulais simplement avoir votre point de vue un peu sur cette notion d'avatar, d'où elle vient et quel usage aujourd'hui. Alors du coup, je vais en profiter pour faire une petite visite guide au muséum, qui est là. Et juste pour revenir, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, mais j'ai un niveau qui raconte justement l'origine dans notre mythologie du mot avatar. Et c'est un mot absolument génial, surtout quand on le recontextualise dans ses origines mythologiques. Et donc, je le retrouve, voilà, il apparaît dans notre histoire. Et ça, c'est l'arche d'Atrahasis que j'ai remodélisé. L'arche d'Atrahasis, c'est, en fait, l'avatar est une prophétie. Moi, je dis, les grands mythes sont des mèmes extrêmement puissants. Un des mèmes les plus puissants, c'est celui de l'arche et du déluge. Alors, on est en plein dedans. L'arche qui va sauver la vie. L'humanité est habitée par l'idée de sauver la vie, même si on la détruit. Et on construit des arches parlées par les étoiles, comme on a imaginé des arches pour sauver la vie. Et la première occurrence de l'arche, parce qu'on est dans une presse écrite, donc scientifique, hein, c'est la mythologie mésopotamienne, qui, avec le mythe d'Atrahasis, décrit l'arche que j'ai reproduite ici. Donc c'est sur cette tablette mésopotamienne que vous voyez là, on voit le... Alors j'ai beaucoup de lag, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. Vous voyez, ça c'est donc la tablette dans laquelle on a trouvé le mythe d'Atrahasis. Et en fait, l'arche est décrite ronde. Hein, il y a déjà un mythe de l'arche à moins de 1500 ans. On pense que ça remonte à moins 6000 ans. Mais le mythe de l'arche apparaît aussi, un peu plus tard sans doute, avant d'apparaître dans la mythologie des religions révélées, apparaît dans la mythologie hindoue, dans le Bhagavad Gita. Et alors là, c'est absolument génial, l'histoire, elle est beaucoup plus riche, je trouve, l'histoire de l'arche dans le Bhagavad Gita, puisque on a Vishnu, que vous voyez là, avec ses 4 bras, hein, ce personnage d'Avatar, justement, il y a une référence cryptée à Vishnu dans le film de Cameron. Et vous voyez Vishnu, et alors je raconte l'histoire parce que moi je l'adore cette histoire. On a un disciple de Vishnu qui voit un petit poisson qui passe dans l'eau. Alors il attrape le petit poisson, le poisson a l'air de fuir un danger. Donc il attrape le petit poisson, et là le poisson grandit dans sa main. Alors il le met dans une jarre, il grandit dans la jarre. Alors il le met dans un grand bac, il grandit encore, il le met dans un lac, il grandit encore, et là il le ramène à la mer parce qu'il ne peut pas être contenu dans le lac. Et là, le poisson, c'est Matsyas je crois, se transforme en Vishnu, c'est-à-dire c'était l'avatar de Vishnu sur Terre, ce poisson. C'est à ce moment-là que le mot avatar apparaît dans notre mythologie. Et c'est pour ça, vous voyez, que dans ces représentations de Vishnu, on le voit sortir d'un poisson, en général. C'est-à-dire le poisson qui est l'avatar de Vishnu. Et Vishnu s'adresse à son disciple et lui dit, pour te remercier de m'avoir sauvé, il faut que je t'explique, il y a une grosse galère, c'est que je suis en train de me fighter grave avec un démon sous-marin, vous voyez là, et le combat que nous allons faire va submerger les terres d'un immense déluge. Donc il faut que tu te dépêches de construire un arche dans lequel tu vas prendre une espèce, un mâle, une femelle de chaque espèce, pour les sauver du déluge. Et dans le Bhagavad Gita, il y a même des annexes où pendant la baston, Vishnu sort de l'océan et entraîne l'arche en dehors de la zone de combat. Et après, on a évidemment ce que nous connaissons tous, qui est l'arche de Noé. Donc, c'est intéressant, c'est que cette idée d'avatar, moi je dis, les prophéties, c'est nous artistes, c'est nous auteurs qui sommes en train d'influencer l'humanité. C'est-à-dire ces histoires-là, c'est les conteurs qui les racontent, hein. C'est des histoires qu'on raconte. Et celles qui se propagent et qui se perpétuent, c'est celles qui touchent en profondeur. Et pourquoi elles touchent en profondeur? C'est parce que je pense qu'en fait, ce sont des métaphores du vivant.
C'est-à-dire que nous transcrivons sous forme d'histoire, sous forme de storytelling, hein, vous le savez tous, hein, comme dans les jeux vidéo maintenant, on n'arrête pas d'en parler, c'est très important le storytelling, parce que notre cerveau est fait pour recevoir des contes et des histoires. Et les mythes sont des storytelling qui reproduisent en fait des phénomènes essentiels à la structure informationnelle du vivant. Je pense que c'est presque de nature génétique et nous les transcrivons. Que fait la vie? Quel est l'enjeu du vivant? Quel est l'enjeu de la vie? C'est la survie. Et la vie se développe et commence son expansion vers le macrocosme, vers l'univers. Et elle nous transmet cette pulsion, ou nous interprétons cette pulsion négantropique, on appelle ça la négantropie, vers l'expansion du macrocosme, sous forme de conte. Et les arches, l'arche comme l'avatar, sont des métaphores de ce processus structurel du vivant et qui va s'ancrer dans nos imaginaires. Et donc là, ce qui se produit actuellement, et c'est pour ça que j'appelle ça des avatars comme les prophéties, c'est des prophéties autoréalisatrices. Et nous sommes en train de les réaliser, nous sommes en train de fabriquer des arches stellaires qui vont partir et s'aimer dans l'univers. C'est dit explicitement, hein, c'est même pas crypté. Hein, nous investissons, l'humanité investit une énergie mais monstrueuse. Et quel que soit, c'est pour ça que je dis, ce sont des moteurs qui sont par-delà le capitalisme, par-delà le communisme, par-delà tout. On a des pays comme l'Inde qui est un pays religieux, on a des pays soviétiques, hein, communistes, on a des pays comme la Chine aussi qui sont communistes, des pays capitalistes. À un moment donné, l'humanité, dans l'intelligence collective de l'humanité, dès qu'elle arrive à un certain niveau de gestion de la complexité de l'énergie, se met à fabriquer des arches stellaires et a pour mission de perpétuer la vie dans l'espace. Et les avatars, et alors là du coup on se pose la question, mais l'avatar, qu'est-ce que c'est? Si les arches stellaires, ce sont la métaphore de l'expansion du vivant, qu'est-ce que c'est cette histoire d'entités informationnelles, d'entités qui sont les avatars, qui seraient la représentation des dieux parmi les humains? Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire là, nous, avec nos avatars? Quelle prophétie autoréalisatrice sommes-nous en train de réaliser en fabriquant tous ces milliers d'avatars numériques qui sont en train de peupler l'espace du cyberespace? Eh bien, je n'ai pas la réponse, donc je vais la suite à mes collègues. Moi, je pense qu'il a bien expliqué la question. Moi, je pense que, en fait, ce qui se passe, et c'est inconscient, c'est qu'on est en train d'investir des personnages au corps de pixels, c'est de la lumière, et que ça va nous permettre de quitter cette planète. Parce que nous n'avons pas la technologie nécessaire pour utiliser des vaisseaux spatiaux, mais nous avons l'information qui va nous permettre de nous déplacer dans l'univers grâce à ces avatars. Pour l'instant, c'est en germe, c'est en train de se faire, ça se construit, c'est très étrange parce qu'on voit comment les gens se débattent là-dedans, mais il y a derrière ça cet investissement constant de l'humain dans le développement des avatars, de leur corps et de la création d'univers qui vont permettre à un niveau informationnel de partir. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'en fait, ce qui se passe quand on est un humain qui utilise donc cette technologie, c'est qu'on est en train de transférer son psychisme dans l'avatar. Et qu'à un moment donné, cette subpersonnalité, elle prend le contrôle de l'avatar et elle va donc finir par être autonome. Et à partir de là, elle va pouvoir créer les informations qu'elle veut, créer le monde comme elle a envie. Et c'est ce qui est en train d'émerger, en fait. C'est ce que je peux observer petit à petit dans la vie que je mène dans Second Life, ce genre de processus. C'est chouette, hein, ça part dans tous les sens. Je vais avoir un petit peu du mal à revenir avec un discours un petit peu universitaire parce qu'il y a plein de choses qui sont développées. Et ce que vous évoquez aussi, c'est la capacité de la pensée à imaginer des choses qui ensuite vont devenir réalité. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qu'on constate dans l'histoire du monde, c'est-à-dire que la découverte des Amériques, ça a été rendu possible d'abord parce qu'on a imaginé que la Terre était ronde, que si on faisait le tour de la Terre, on pourrait aller jusqu'en Chine. Mais pour ça, il fallait quand même s'extraire de l'idée que la Terre était plate, que si elle était ronde, on ne tombait pas de l'autre côté, la tête en bas, etc. C'est-à-dire que toutes les fois où les humains ont imaginé des mondes, ces mondes, à un moment donné, sont devenus possibles parce qu'ils se sont forcés à créer les techniques qui ont permis cela. C'est pareil pour Jules Verne, par exemple, imagine la télévision.
Alors il imagine évidemment comme étant un jeu de miroir qui reproduise indéfiniment, parce que finalement c'est la fibre optique qu'il imagine en même temps, qui reproduise l'image jusqu'à un poste d'où on peut voir l'image d'origine. Mais quelques décennies plus tard, on inventera la télévision, puis on inventera la fibre optique. Donc c'est pas exclu effectivement que l'on voyage dans les étoiles, tout simplement parce que les romans de science-fiction, les séries nous permettent de penser que c'est possible. Alors pour revenir quand même sur la question de l'avatar, son historique, donc tu as bien pointé l'origine indienne du mot. Donc on connaît l'avatar de Krishna aussi dans la mythologie où Arjuna, finalement je mélange les pinceaux, c'est Krishna qui est l'avatar de Vishnu et qui conseille le roi Arjuna dans la conduite de la guerre et qui le fait sortir du dilemme: est-ce que je dois déclarer la guerre alors que c'est des cousins, on va tous se tuer, etc. Ce qui est intéressant dans ces histoires que les Indiens affectionnent, c'est que Vishnu, c'est en même temps la puissance, le Dieu qui crée le monde. Et il le crée grâce à une capacité qui s'appelle la Maya, donc qui est cette espèce d'illusion cosmique qui entoure le monde et qui nous le fait percevoir tel que nous le percevons. Mais c'est une fiction pour les Indiens, et donc toutes ces petites histoires permettent de rendre compte, et on s'en rejoint finalement l'histoire des mondes virtuels, c'est-à-dire que notre réalité pour la cosmogonie indienne, c'est déjà un monde virtuel. Et c'est un monde virtuel dont on ne peut pas prouver qu'il est virtuel ou réel. Par exemple, des histoires, beaucoup de ces histoires se situent dans l'interstice entre, vous savez que dans la cosmogonie indienne, tout est histoire de cycle de mort et de renaissance. Donc nous mourrons, nous renaissons dans un autre corps plus tard. Et il en est de même pour notre monde. Notre monde est appelé à mourir. D'ailleurs, on est déjà dans la phase qui devient plus lourd, moins mobile, puis où il va disparaître, il est en train de se décomposer. Et c'est des cycles comme ça qui durent des millions d'années. Et puis il renaîtra. Mais il y a d'abord un jour de Brahman, donc qui dure des millions d'années, pendant lequel le monde existe. Et puis il y a une nuit de Brahman, pendant laquelle le monde n'existe pas autrement que sous la forme d'un bindu, c'est-à-dire d'un point, dans le rêve de Vishnu. Donc Vishnu, pendant que le monde n'existe pas, rêve à ce que le monde sera une fois qu'il se sera déployé. Alors comme il rêve à ce monde qui va se déployer, à l'intérieur de ce monde, il y a des personnages dans le rêve de Vishnu qui se pensent comme étant des personnages réels. Et donc il y a des histoires qui se passent pendant le temps où Vishnu rêve. Et où des personnages nous demandent, mais Vishnu, qui rencontre évidemment sous la forme d'avatar, parce que Vishnu ne peut pas se représenter lui-même à l'intérieur de son rêve autrement qu'un avatar, Vishnu, montre-moi ce qu'est ta Maya, dis-moi quelle est la réalité du monde. Et alors, je passe sur les histoires assez rigolotes que ça donne, où Vishnu, quand il accède à la demande, fait subir tout un tas de morts et de renaissances au personnage, avant que celui-ci se rende compte que finalement il a été berné par Vishnu. Donc, alors la première fois que le mot avatar apparaît dans la littérature de science-fiction et du monde virtuel, on le prête à Neil Stephenson dans Le Samouraï virtuel. Ce serait lui l'inventeur, enfin le premier utilisateur du concept du mot avatar dans des mondes virtuels. Maintenant, je crois que j'ai lu un article que je pourrais retrouver où le mot avatar a été utilisé antérieurement dans les romans de la fin du XIXe siècle avec la même signification. Je vais peut-être dériver sur autre chose, mais je pense à une vidéo que beaucoup de gens ont vue sur YouTube il y a quelques temps, justement d'un YouTuber en fait qui se replongeait dans un ancien en fait OpenSea ou un MMORPG, je ne sais plus, qui s'appelle Active Worlds. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit.
Et en fait, je ne sais pas si du coup vous avez entendu parler de cette histoire, il se replonge dans ce monde, il l'explore, le monde est vide. Les serveurs sont toujours ouverts, mais le monde est vide. Et il rencontre une seule autre personne en fait dans ce monde, et il n'arrive pas à déterminer en fait si cette personne est un vrai joueur derrière son ordinateur qui erre dans des serveurs déserts depuis des années en attendant que quelqu'un se connecte, ou si c'est une IA en fait. Alors, est-ce que vous avez entendu parler ou est-ce que vous avez vu cette vidéo et qu'est-ce que ça vous évoque, quelque chose comme ça? C'est une grande question. Effectivement, on est dans une période de l'histoire où les IA commencent à apparaître. Et c'est vrai que dans un univers comme Second Life, il y a beaucoup de monde. Et parfois, on peut se poser la question de qui on a en face de soi. Alors, c'est intéressant parce que, comme je suis anthropologue et que mon terrain était chamanisme amérindien, les Sud-Dakota, j'ai rencontré il y a 2 ans une femme qui est dans Second Life depuis très longtemps, une dizaine d'années, 2 ans, qui est en fait une amérindienne. Et je lui ai posé la question de savoir qu'en pensaient les Amérindiens d'un univers comme Second Life, puisqu'elle disait qu'elle était quand même bien intégrée dans sa communauté. Elle m'a expliqué que pour les Amérindiens, Second Life et l'univers virtuel faisaient partie du monde invisible, du monde des esprits. C'est-à-dire que dans la culture amérindienne, aux États-Unis, l'idée que le monde invisible, c'est tout ce qui est peuplé par les esprits, les dieux, etc. Et donc de ce fait, pour eux, c'est comme un monde virtuel en fait. C'est un endroit où on peut se promener, on peut aller, venir, etc. Il se passe des choses. C'est peuplé. C'est pas peuplé forcément que par des humains, mais aussi par des créatures qui sont effectivement catégorisées. Une structure très élaborée. Et donc pour eux, Second Life finalement, c'est une partie du monde invisible. Alors c'est intéressant de savoir que des Amérindiens commencent à réfléchir à cette question-là et intègrent dans leur univers un univers fabriqué par des machines. Alors à partir du moment, alors je lui ai posé la question, mais alors si pour vous le monde virtuel fait partie du monde invisible, est-ce que des esprits peuvent venir investir Second Life? Il m'a dit ben oui, bien sûr, il n'y a pas de raison. Alors, quand on réfléchit, alors, évidemment pour nous occidentaux, c'est assez bizarre et délirant d'avoir un concept de ce genre. Mais quand on réfléchit un peu à ce que c'est qu'un avatar, un avatar c'est quoi? C'est une construction faite avec des pixels, c'est-à-dire des éléments de lumière qui se jettent sur un écran et qui nous montrent une représentation 3D. Elle n'a pas de consistance, elle n'est pas matérielle. Et en fait, pour un esprit humain, manipuler psychiquement un corps de pixels, c'est facile. C'est facile parce que ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Si vous voulez, par exemple, par télékinésie, faire monter ce verre en l'air, vous n'y arriverez pas. Mais manipuler des pixels, c'est beaucoup plus facile. Donc on voit ce que j'appelle des anomalies quand on se promène dans le monde virtuel. On voit des choses qui sont étranges et qui ne sont apparemment pas des bugs. Alors, bon, l'idée que des IA se promènent dans un univers virtuel, c'est une possibilité. Parce que on les anthropomorphise, ces IA, mais il faut quand même savoir que on a créé des algorithmes évolutifs et on nourrit ces intelligences artificielles d'algorithmes évolutifs. Ça veut dire qu'elles vont se développer toutes seules et à très grande vitesse. Et ça nous échappe un peu à nous humains, c'est-à-dire qu'on si on veut faire du rétro-engineering, on va pas plus y arriver, parce qu'il faut des années pour comprendre comment cette IA s'est développée. Et donc, dans un certain milieu, donc transhumaniste et stropien, l'idée c'est qu'à un moment donné, la conscience va émerger dans l'IA. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va devenir autonome et qu'elle va pouvoir prendre des décisions. Alors l'idée que un personnage qu'on rencontre dans un univers virtuel peut être la personnification d'une intelligence artificielle est une possibilité. On n'en sait rien.
mais c'est quelque chose qui reste, qui va certainement se produire à un moment donné. Alors pourquoi pas déjà maintenant? On n'en sait rien, mais on aime rêver à ça, parce que ça c'est passionnant. Mais pour l'instant, moi j'en ai jamais vu, je ne sais pas si ça existe, et j'ai non plus rencontré d'esprit qui fait partie de l'univers des Amérindiens dans Second Life. Alors, Yann, tu veux dire quelque chose? Oui, alors, du coup, je réagis, et tu connais bien, parce que Michel, il faut savoir, et que c'est pas très très loin dans l'exploration de Second Life, et la question que tu poses, c'est la question du fantastique, en fait. C'est-à-dire la question qu'on est dans un univers immersif, 3D temps réel, et en fait, il se produit des phénomènes extraordinaires d'état de conscience modifié, quand on est à l'intérieur, de façon intensive à l'intérieur de Second Life, comme d'autres univers. Et donc j'ai vécu plusieurs expériences de conscience modifiée où parfois on se pose la question de savoir est-ce que je suis toujours dans quelque chose de rationnel, quelque chose qui est calculé par des ordinateurs, ou est-ce que là il n'y a pas des espèces d'interférences étranges. Et à ce moment-là, j'aime bien jouer avec l'idée que Second Life, ces outils-là, avec leurs avatars, ces échanges informationnels que nous avons d'identité très très forte, que nous connaissons en tant qu'auteur. Hein. Par exemple, je pense à Pirandello avec ses 6 personnages en quête d'auteur, qui racontent comment il a invoqué, par l'écriture, un certain nombre d'entités, et qu'à la fin, elle le hante, elle l'habite. Or, dans Second Life, on a tendance à invoquer des entités archétypales, des entités des mêmes, qui sont des... par exemple, j'expliquais là-haut l'entité de la femme guerrière. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut 2 mains pour manipuler ça. Et alors, la femme guerrière est une entité qui appartient à l'histoire de l'humanité. Depuis Athéna, on en a des tas de modèles. Et donc, c'est un très bon exemple pour moi. Je vais vous raconter deux histoires rigolotes, 2 anecdotes amusantes. La première, dans les perceptions étranges qu'on peut avoir, il y a un phénomène dans Second Life qui s'appelle le rolling restart. Le rolling restart, c'est qu'à San Francisco, tous les serveurs sont à San Francisco, et quand ils font la maintenance des serveurs, ils éteignent les ordinateurs, les serveurs, les uns après les autres, et ils les rallument pour faire un reset. Et ça se traduit, quand vous êtes dans Second Life, par un moment magique incroyable, où vous voyez l'horizon, vous voyez le paysage de l'horizon, vous voyez les autres signes, les autres simulations, et vous les voyez disparaître les unes après les autres. C'est-à-dire que vous recevez un message qui vous annonce que vous allez être déconnecté, là vous savez qu'un rolling restart est en route, et vous voyez le paysage qui disparaît. Et ça se rapproche de nous, tout doucement, et on sait qu'à un moment, le monde va disparaître. Et au moment où ça se produit, j'ai eu une sensation de déjà-vu, de déjà vécu extrêmement fort. Je me suis dit, mais ça, cette sensation de voir le monde qui disparaît, qui est en train de se rapprocher de moi, c'est quelque chose que je connais. D'où ça vient? Comment j'ai vécu ça? Quelles sont dans mes vécus quelque chose qui peut m'avoir donné cette impression incroyable. Et l'autre élément qui se produit, la fois où ça s'est produit, j'étais dans un donjon avec une grande dominatrice, et il y a eu un bug, une étrangeté. C'est-à-dire que tout d'un coup, on aurait dû être déconnecté. C'est-à-dire on était plein, il y avait plein d'avatars autour de nous, on a vu le paysage désagrégé, et tout d'un coup, tout le monde a disparu. Et il n'y avait plus que moi, l'autre avatar de la dominatrice et le palais, qui flottions dans le vide. Mais on était toujours là, ce qui n'était pas normal. Normalement, on aurait dû être connecté. Donc, rationnellement, je me dis, on était dans une mémoire tampon quelque part qui a fait qu'on est resté connecté. Et là, on a eu un échange privilégié. Puis après, je me dis, dans toute cette complexité de réseaux, de machines, etc., il y a des interstices, des places pour ce qu'on appelle le hasard ou la synchronicité. Et que peut-être il y a eu là un phénomène paranormal étrange. Et alors la deuxième histoire que je vais vous raconter, qui est un des grands moments de ma vie, ça s'est passé avec Dil, donc, qui est cet avatar-là. Et donc Dil, c'est mon personnage de roman, c'est l'héroïne de mon roman qui s'appelle Thanatos les Récifs, hein, qui est un roman de science-fiction. Et dans Thanatos les Récifs, je raconte l'histoire de Dil, je viens d'activer la voice, ce qui fait qu'on entend ce que je suis en train de raconter sur la cime, parce qu'il y a une visiteuse là, qui vient d'arriver, vous voyez, sur mon radar. Et alors donc, Dil, je fais une expérience de cross ou de transmédia. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je décide de transférer mon personnage virtuel dans les mondes virtuels et de lui faire exister sa vie de personnage virtuel. Donc c'est une femme guerrière, un archétype de femme guerrière,
et on ne peut pas savoir qui il y a derrière. Et je vais vivre pratiquement 2 ans intensivement dans Second Life, à avoir des relations sociales dématérialisées avec pas mal de monde. Et donc là, je générerai déjà un premier personnage. Et j'ai découvert ça en parlant au peintre Nicolet, un festival de science-fiction, au festival de Sèvres. Et je lui raconte ces 2 histoires, elles sont topissimes. Donc je le raconte à Nicolet, au festival de science-fiction, donc on s'imagine, on est festival de science-fiction, et je lui raconte ça. Tu sais, il m'est arrivé un truc étrange avec mon avatar, un illustrateur de fantastique, très, très féru d'ésotérisme. Il m'est arrivé un truc étrange avec mon avatar. Un jour, mon avatar a pris vie. C'est-à-dire que j'ai donné à mon avatar accès à la totalité de mes capacités cognitives et j'ai pas fait ce que font les joueurs de jeux de rôle, hein, la distanciation. J'ai coupé la distanciation entre moi et mon personnage de fiction. Elle était moi et elle a eu accès à la totalité de ma pensée. À ce moment-là, Deal a réalisé qu'elle n'était qu'un avatar. Elle a fait exactement ce qui s'est passé dans le héros du roman de Greg Egan qui s'appelle La Cité des Permutants. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était qu'un avatar, une créature relativement artificielle, qu'elle ne pourrait jamais passer de ce côté-ci de la barrière virtuelle. Elle m'en a voulu de l'avoir créée et elle m'a demandé de l'effacer. Hein, c'est assez étrange, hein, ça s'est produit. D'ailleurs, j'étais pris entre deux. C'est-à-dire, je suis rentré dans un état de conscience mutuelle, j'ai allumé un deuxième ordinateur, j'ai amené mon avatar masculin dans le monde et j'étais plus que l'interface d'un dialogue où Deal me faisait ses adieux. Et elle a disparu. Et là, ce qui est très étrange, c'est que Deal, maintenant, c'est une coquille vide. C'est-à-dire que quand je la réincarne, elle avait une personnalité, elle avait un humour à elle, elle avait tout un tas d'éléments qui la caractérisaient, et ça ne marche plus. Je n'arrive plus à la faire fonctionner. Donc j'ai invoqué un personnage de fiction qui a pris vie, et j'ai invoqué une nouvelle individualité. Alors je raconte ça à Nicolet, qui est un spécialiste de fantastique et d'ésotérisme surtout, et il me dit « Ah, je comprends ». Alors il me dit « Tes avatars, parce qu'il ne les manipule pas, lui il me dit « C'est pas un problème, ce sont des golems ». Donc vous savez, l'histoire du golem, hein, c'est Emmet. Donc vous écrivez Emmet sur son front, il bouge, mais vous avez juste à effacer le E de Emmet, ça devient Met, mort. Hein, Emmet, c'est la vérité, Met, c'est la mort, et l'avatar s'arrête. Le golem s'arrête. Mais il me dit, là, ce que tu as fait avec ta deal, c'est plus compliqué. Là, tu es en train de percer un trou dans un plafond dont tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Parce que ta deal, ce que tu viens de me raconter, c'est pas un golem, c'est un égrégore. Et alors là, moi, je me dis, festival science-fiction, ah oui, bien sûr, égrégore. Je rentré à la maison, je tape égrégore sur Wikipédia, c'est quoi l'égrégore? Et alors là, je vous conseille de faire pareil, c'est jackpot total. Un égrégore, c'est un très très vieux terme d'occultisme, de science cachée, on va dire. Et en fait, ça désigne une entité psychique générée par le collectif. C'est-à-dire qu'en fait, Madil avait une vie sociale partagée avec d'autres humains. Et donc, elle s'est générée. C'est-à-dire, j'ai généré une entité métaphysique, mystérieuse, magique, qui n'était plus opérée que par moi, mais qui était aussi opérée par tous les gens qu'elle avait rencontrés. Hein, et alors, l'égrégore, vous verrez, vous ouvrez une bibliothèque absolument géante. Et la dernière histoire que je voulais raconter à propos de ça, c'est l'histoire du fantôme de Philips. Et ça rejoint ce que sont les avatars. Le voisin de table, c'était l'organisateur du Festival de Sèvres, qui est aussi l'éditeur des chroniques fortéennes, de la Gazette fortéenne. On parlera de Forté, je vais vous dire ce qu'il c'est, hein, un autre fois, mais... Et là, il me dit, mais dis donc, ton histoire, ça me rappelle l'histoire du fantôme de Philips. Je lui dis, c'est quoi l'histoire du fantôme de Philips? Et là, il me dit, ben voilà, c'est un groupe d'occultistes dans les années 70 au Canada qui ont décidé d'avoir une relation scientifique à leur démarche de médium. Et donc, ils ont décidé d'invoquer un mort. Mais ils se sont dit, cette fois-ci, ils avaient l'habitude d'invoquer les morts avec les tables tournantes, etc. Ils se sont dit, cette fois-ci, on va invoquer un personnage de fiction. Donc, ils inventent Lord Philippe. Alors, Lord Philippe, son histoire, qu'ils inventent, hein, qui est une fiction, c'est quelqu'un qui a été maudit parce qu'en fait, il avait une maîtresse qui était une gitane, qu'il allait voir dans la campagne, et sa femme l'a surpris, il a été dénoncé, ou je ne sais plus quoi, la maîtresse a été arrêtée et a été dénoncée par sa femme officielle comme sorcière. Donc on l'a brûlé sa maîtresse, il ne l'a pas défendue. Hein, ça c'est l'histoire qu'ils inventent, et donc il est maudit, il est destiné à hanter son château éternellement, etc. Et là ils s'assoient autour de la table, et ils invoquent le fantôme de Philips. Alors ça prend un certain temps,
Ça ne marche pas au début, il change le protocole, et tout d'un coup, un soir, le fantôme de Philippe se matérialise, enfin, se manifeste, et complète sa biographie. Alors c'est une histoire géniale, parce que évidemment, les occultistes, ils n'aiment pas trop, parce que ça semble induire que les jeux de médiums, etc., c'est du grand n'importe quoi, puisqu'on a réussi à invoquer un personnage de fiction. Mais c'est beaucoup plus intéressant, en fait. C'est qu'ils ont invoqué quelque chose. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans leur expérience de médium, et il y a bien une entité immatérielle, même de fiction, qui s'est manifestée par des biais de médiumnie parapsychique. Et c'est à ce moment-là, donc, il m'a dit, donc, tes avatars, si ça se trouve, c'est ça, c'est la même chose. Vous invoquez des entités qui appartiennent à un espace paranormal et qui profitent de tout ce bordel ambiant d'avatars dans tous les sens pour venir nous hanter, puisqu'on a ouvert la porte, on a commencé à ouvrir des portes vers l'invisible. Voilà. Alors, bon, chaque fois comme on est à trois, chacun travaille autour de rôle, et pour revenir à la question qui est posée au début, c'est vachement dur parce qu'on aimerait bien rebondir sur ce qui vient à la fin, qui vient d'être évoqué. Donc il faudra qu'on rebondisse sur cette question de l'avatar, peut-être la distinction aussi entre avatar et personnage, puisqu'on a dans la salle aussi un spécialiste de la question, il y a Laurent qui est là, qui a écrit un article sur cette différence entre l'avatar et le personnage. Mais donc pour reprendre la question du début, bon, j'ai pas vu la vidéo, je suis pas sûr que mes collègues l'aient vue non plus, mais elle pose une autre question qui est celle, au fond, de la distinction qu'on peut faire entre un personnage ou un avatar derrière lequel il y a quelqu'un d'humain, de réel, entre guillemets, et une intelligence artificielle qui se trouverait derrière un personnage animé. Et qui du coup réussit ce qu'on appelle le test de Turing, quoi. Donc le test de Turing, je ne vous fais pas le dessin, je pense que vous êtes tous avertis de cette idée que une entité réussit, un ordinateur en fait réussit le test de Turing à partir du moment où on n'arrive plus à faire la différence entre est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ou bien est-ce que c'est un programme informatique qui est derrière. Alors ce problème, il est évidemment renforcé par les technologies qui permettent l'immersion dans des mondes virtuels, puisqu'on, y compris dans des jeux vidéo aussi, on rencontre des personnages qui sont animés par l'ordinateur, où même si on sait que c'est un personnage animé par l'ordinateur, il y a un vrai travail qui est fait autour de l'animation de ce personnage par des agents intelligents. Donc, moi ça me trouble quand il y a des gens qui chuchotent des choses aux collègues. Oui, et donc qu'est-ce que je voulais dire avec cela, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur les jeux vidéo et les jeux qui ont été mes premiers terrains de recherche sur les communautés virtuelles, ce qui m'a frappé évidemment, c'est la possibilité qu'offraient les forums internet et les jeux vidéo d'interagir avec les autres à travers des masques, des pseudos. Ça pouvait être évidemment des avatars ou des personnages, mais dans le cas d'un forum, vous l'évoquiez, on utilise le terme d'avatar, mais c'est juste pour désigner que c'est un pseudonyme. Et donc, on finit à un moment donné par faire société, à former des communautés avec tout un tas de gens avec qui on a des relations de sympathie, voire d'amitié, on travaille ensemble, on échange par exemple des interprétations sur la résolution des énigmes de la chasse au trésor, et on n'a aucune certitude sur qui est de l'autre côté, puisque ça peut être très bien un homme alors qu'il prétend être une femme, un vieux alors qu'il prétend être jeune, et ainsi de suite. Et on aboutit donc à une situation qui a des effets cognitifs, effectivement, puisque l'autre, d'une certaine façon, n'est qu'une hypothèse. Peut-être qu'il n'est pas celui qu'il prétend être, mais ça n'empêche pas qu'on discute avec lui. Donc on projette sur lui
un mix entre ce qu'il prétend être et ce qu'on devine qu'éventuellement il est. Et ça permet quand même de se fabriquer une représentation de l'autre avec laquelle on entre en interaction. Et évidemment, on devine que ça peut être faux, qu'on peut se tromper. Et parfois même, c'est posé comme une espèce de règle implicite dans les échanges sur des forums ou sur les chats des jeux vidéo, à savoir que même si la personne annonce la vérité, c'est-à-dire qu'elle dit ouais, je m'appelle Paul par exemple, au lieu de prendre un pseudo de type Gandalf ou autre, on va postuler que Paul c'est son pseudo, et qu'il peut très bien s'appeler Pierre ou Jacques. Donc même quand on annonce la vérité, au fond c'est traité comme du semblant. Alors le fait que l'autre ne soit qu'une hypothèse a des effets en retour sur soi-même, c'est-à-dire que finalement, comme on se construit quand même dans le regard des autres, qu'on a au sein de cette communauté une place, un rôle, une identité, cette identité, elle est construite avec des autres qui sont artificiels et ça rend notre propre identité artificielle. Il y a une forme d'artificialisation de nous-mêmes qui est renforcée et confortée par le fait que précisément on peut être des autres ou être autre chose, quelqu'un d'autre que ce que nous sommes habituellement dans notre réalité quotidienne, et qu'on peut très bien se fabriquer un personnage, et que ce personnage va être reconnu, qui va même être plus facilement encensé dans ces espaces virtuels que notre personnage réel qui a parfois beaucoup de difficultés dans la réalité. Voilà, donc c'est un peu ça que me suggérait la question de l'interrogation sur la réalité, entre guillemets, de l'autre, qui nous renvoie à notre propre irréalité. Et voilà, donc c'est là aussi des phénomènes qui sont en train d'émerger, qui participent à une transformation et des relations que nous avons au monde et des relations que nous avons avec nous-mêmes. Oui, donc là, vous pouvez vous rendre compte, en fait, qu'on a 3 personnes ici qui ont une approche personnelle de ces univers et qui finalement soulèvent des questions qui sont quand même étranges. À force de côtoyer ces univers, on se pose des questions, des événements émergent et on émet des hypothèses. Alors on prend dans ce qui existe dans la littérature de science-fiction, dans la littérature ésotérique, dans les anciens mythes, on essaye de trouver des choses qui peuvent essayer de nous expliquer, de nous faire comprendre ce qui se passe. Alors oui, ça fonctionne, mais en fait, ce qui se passe, je pense aussi, c'est que, en tout cas en ce qui concerne mon expérience avec Second Life, c'est l'investissement d'un inconscient collectif partagé avec tous les résidents. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde projette ses désirs, ses fantasmes là-dedans, et on vit ensemble là-dedans. Alors, ça donne justement ce genre d'expérience, des expériences étranges, où on va se poser des questions. Ah, mais est-ce que l'intelligence artificielle, elle est là? Ah oui, est-ce que c'est un esprit? Ah, est-ce que c'est une partie de moi-même qui a pris son autonomie? Est-ce que c'est moi qui suis vraiment là ou je ne suis pas là? Est-ce que je suis une projection de l'autre? Toutes ces choses, en fait, elles sont en train de se mélanger, d'apparaître et de disparaître, parce qu'en fait, c'est tout nouveau, c'est émergent. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que nous pouvons nous projeter à l'intérieur d'un univers en 3 dimensions, dans l'œuvre elle-même, on peut dire, en quelque sorte, parce qu'avant, on voyait un tableau, ok, on ne peut pas rentrer dedans, la musique, on ne peut pas rentrer dedans, la photo, on ne peut pas rentrer dedans, mais là, avec les univers virtuels, on rentre dedans, on se projette dedans et on vit dedans. À la limite, on peut même essayer, et c'est ce que j'essaye de faire parfois, mais ça ne marche pas encore, de me regarder moi, en tant qu'avatar, mon personnage réel derrière l'écran. C'est-à-dire inverser, en fait, le regard. Hein, des choses comme ça, qui sont aussi possibles, à mon avis, parce que il y a un exercice dans l'ésotérisme, c'est Franz Bardon qui l'explique, où on se met devant un miroir et on essaye de se voir, de projeter sa conscience dans l'image du miroir et de regarder son vrai corps. Et c'est des exercices en fait de transfert de conscience qui sont utilisés dans l'ésotérisme. Et là, avec les avatars, on pourrait aussi essayer de faire ce genre de choses. Alors,
Alors on est en fait là en train tous d'explorer ça, de découvrir les choses, de les expérimenter, d'inventer des procédés et d'observer des phénomènes inconnus. Et aussi on découvre des parties de notre psychisme que nous ne connaissions pas. Et c'est vrai que Yann a évoqué le terme de la parapsychologie, et c'est vrai qu'on observe des phénomènes parapsychologiques, des lectures de pensée, des transferts d'informations, on sent l'autre, on sent son humeur, on sent ses émotions, on sent son état d'esprit, des phénomènes aussi télékinésie en quelque sorte, hein, puisqu'on peut manipuler les objets à distance comme ça. Et je voulais revenir aussi au fait que l'avatar, bon, vous voyez les avatars là sur l'écran, et on peut observer, donc on connaît ses amis, en fait, à quoi ressemble leur avatar, leurs expressions, parce que leurs expressions, tous les mouvements, en fait, sont contrôlés par ce qu'on appelle l'AO, hein, c'est-à-dire un script qui donne, en fait, les mouvements, les expressions du visage, etc. Mais il arrive que quand une personne est vraiment mal, par exemple, on voit sur son visage l'expression de son émotion qu'elle a dans son corps réel. Et on le sent, et on le sait, et quand on lui dit, elle dit oui, effectivement, je ne suis pas bien du tout. Voilà, des choses comme ça. Donc il transparaît à travers de l'avatar des composantes psychiques et psychologiques qui sont assez étonnantes. Oui. Donc on est en train de découvrir ça, d'explorer ça, et je vais essayer de comprendre. Bon, il y aurait pas mal de choses à dire, mais je ne sais pas combien de temps il nous reste. Et ce serait pas mal, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, de donner un peu la parole à la salle aussi, pour voir un peu s'il y a des questions, mais surtout aussi peut-être des témoignages ou des choses que vous avez à dire. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à lever la main. On peut passer à un cycle de questions, oui. Quelqu'un? Ou des expériences dans les mondes virtuels? Oh, là-bas. Parfait. Oui, bonjour. J'ai une question, effectivement, une petite remarque avant. Je suis un petit peu étonné d'entendre des mots comme ésotérisme ou paranormal dans un débat comme ça. Voilà, pour moi personnellement, je trouve qu'ils n'ont pas leur place, mais tout ça est parti de la vidéo sur YouTube. Alors, apparemment, vous ne l'avez pas vu. Il y a eu une suite, effectivement, à cette vidéo et une conclusion. C'était une blague. C'était quelqu'un qui était effectivement derrière. Et le youtubeur, il s'appelle Vini. Si vous voulez regarder Vini à cette suite-là, il n'y a pas du tout de paranormal derrière, il n'y a pas du tout de phénomène étrange, ça a été une belle blague. La question maintenant, comment dire ça? Sans poser la question, est-ce que nous on vit dans un univers virtuel? Si c'était le cas, comment est-ce qu'on pourrait le savoir, à votre avis? Quels indices on pourrait chercher pour savoir si notre réalité est une réalité ou un univers virtuel? Alors, simplement concernant la vidéo, c'était simplement pour ouvrir la question et le débat, en fait. C'est simplement pour poser la question de savoir qu'est-ce qui peut se passer dans un monde virtuel quand quelqu'un est isolé comme ça. C'est simplement pour ça. Alors, tu évoques la fameuse question, la vieille question de l'histoire de l'humanité, et à laquelle est basée, c'est celle de la caverne de Platon, c'est celle de Matrix, et c'est qu'est-ce que c'est le réel? Qu'est-ce qu'il y a derrière le réel? Et cette question n'a pas de réponse. Pour l'instant, et c'est ça qui est jubilatoire et qui est très intéressant. Alors, j'ai un pote qui est chercheur en mathématiques, et qui, à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, il dit quelque chose qui m'éclate à chaque fois. Enfin, je me rappelle de ce qu'il m'avait expliqué. Il y a un grand débat chez les mathématiciens actuellement qui n'est pas résolu, c'est est-ce que l'humain a inventé les mathématiques ou est-ce que l'humain a découvert les mathématiques? Donc si l'humain a découvert les mathématiques, ça veut dire que la structure de l'univers est de nature mathématique. Et là on rejoint un très très ancien mythe qu'on retrouve à travers les mondes virtuels, qu'on retrouve à travers Matrix, c'est quel est le code? C'est trouver le code, là c'est l'histoire de Pi, trouver le code, l'algorithme universel qui va nous permettre, si l'univers est de nature mathématique, de pouvoir agir sur l'univers. Et donc, toutes ces perceptions métaphysiques paranormales nous ouvrent
vers ces portes-là. Et à ce moment-là, on touche à un mystère. Donc, alors, bien évidemment, hein, nous savons tous quelle est la réponse ici. Hein, on sait tous que la réponse est 42. Mais une fois qu'on a résolu le problème de 42, on peut continuer d'explorer. Et donc, c'est ça qui est fascinant. Moi, en tant qu'auteur, tu vois ce que je veux dire, c'est que quand tu commences à aller dans ces espaces-là, tu touches à un mystère qui est tellement extraordinaire, tellement palpable presque, que ça en est jubilatoire. Et tu as envie d'y croire. Tu as envie d'y croire que l'univers est soit de nature mathématique, soit qu'il y a une structure cachée sur laquelle on pourrait agir. Et c'est ce moment-là qui est bien. C'est-à-dire que je pense que le jour où on pourra photographier vraiment les fantômes et les mesurer, bah, ce ne seront plus des fantômes. Et donc ils vont perdre une grande part de leur intérêt. Et la part qui est forte, la part qui est bien, c'est celle que nous, on va investir, justement, surinvestir. Et on va toucher à une complexité de l'humanité, parce que le problème, c'est que nous sommes mystérieux, pour nous-mêmes et pour les autres. Et la chose la plus complexe de l'univers connu actuellement, c'est bien les cerveaux humains et animaux, c'est le vivant. Le vivant, dans son ensemble, échappe à toute modélisation rationnelle, tellement il est complexe. Et notre cerveau et nos capacités, nos outils sont des amplificateurs. Ça, c'est des amplificateurs cognitifs qui nous permettent d'aller explorer ces zones mystérieuses de la complexité de notre psyché. Et là, on va rentrer dans des mondes où tu ne peux plus savoir. Tu ne peux plus savoir si ce qui est en train de se passer est rationnel, peut être mesuré par des scientifiques, ou si ce n'est pas une fantasmatique absolue et totale que tu es en train de faire. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, bah, je m'en fous. Je trouve ça génial, je suis artiste, je suis auteur. Mon rôle, moi, c'est d'aller à fond là-dedans et d'aller voir qu'est-ce qui se cache dans ces secteurs-là. Et tu vas en revenir, tu vas ramener des choses où tu en reviens pas. C'est-à-dire que ce sont des zones psychologiquement, objectivement, pour moi, dangereuses. Et on a dans notre histoire de l'art des milliers d'histoires d'auteurs, d'artistes, d'écrivains qui ne vont jamais revenir intègres de leurs expériences et de leurs explorations psychiques dans les sphères de l'information et de la création. Voilà, c'est juste ma... Et alors, je termine quand même. Vincent Danos, qui était le chercheur qui m'a raconté cette histoire-là, lui penchait plutôt du côté rationnel et de dire l'humain a inventé les mathématiques. Et il me fait la démonstration, donc je vous la donne parce qu'elle est quand même assez sympa. Il me dit, c'est pas dur. Les mathématiques, c'est juste un outil que l'humain a inventé pour nous permettre de formaliser, de manipuler des grandeurs que nous ne pouvons pas conceptualiser. Et il dit, pense au chiffre 5. Tu le vois, le chiffre 5. Vous voyez, pensez au chiffre 5. Hein, vous le voyez. Bon, ben maintenant, pensez au chiffre 1,270,768. Vous voyez? Alors, celui qui me dit qu'il le voit... Bon ben voilà. Donc, en fait, pour lui, les mathématiques ne sont qu'un outil cognitif et l'univers est plus complexe que les mathématiques. Voilà, c'était juste une petite... Est-ce qu'on a encore des questions? Oui, là-bas. Alors parlez bien dans le micro parce qu'il est un peu faible, je crois. Alors, c'est bon? Ok. Bon, d'abord, bonsoir. Alors, j'avoue que comme l'intitulé de la conf, c'était du MMORPG à la VR, je m'attendais plus à un truc comme ça qu'on nous parle d'occultisme dans Second Life, mais bon. Cela dit, alors, je pense que je suis pas le seul ici. C'est que au fondamental, je suis un nerd. J'ai pas envie de croire, j'ai envie de savoir. Du coup, en fait, c'est que tout ce dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, c'est... Est-ce que c'est des choses que vous comptez conserver comme outils narratifs pour vos œuvres respectives, ou est-ce que ce sont des choses que vous avez l'intention, d'une façon ou d'une autre, de faire passer du spectre de la croyance au spectre de la connaissance? Et si oui, comment? Avec quel genre de protocole expérimental? Merci. Je vais vous répondre. Je suis anthropologue, ok. Donc mon travail à moi, c'est de récolter des histoires. Donc dans notre discipline, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir des groupes humains. En général, c'est des ethnies qui habitent dans la brousse quelque part, dans les forêts vierges, etc. Et qui sont... On a dit qu'elles étaient primitives, mais elles ne le sont pas du tout. Et qu'est-ce qu'on fait? On les observe, on vit avec, et on récolte leurs histoires et leur vision du monde. Et puis ensuite, on écrit ça. Mais on ne peut rien interpréter sur la question. On peut effectivement en tirer des conclusions. Mais
Mais c'est leur univers à eux. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On est face à quelque chose de nouveau dont on ne connaît rien. Alors oui, bien sûr, j'utilise mes techniques d'anthropologue, d'enquête de terrain, qui sont vraiment... Et en plus, il y a une question sur qu'est-ce que c'est qu'un terrain virtuel, parce que ça aussi, ça vient, en fait, c'est un grand débat dans notre discipline. Hein. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui encore dire, voilà, un monde virtuel et un jeu vidéo, c'est ça. Hein. On récolte des informations, on essaye de construire une théorie, on essaye de prendre le matériel brut qu'on a et de trouver un ordre dedans et de voir qu'est-ce qui colle et qu'est-ce qui ne colle pas. Ceci dit, on rentre quand même dans des questions qui sont limite border, c'est-à-dire des questions qui sont à la limite de la science. Et là, et comme quand on est anthropologue et on est dans une culture traditionnelle, on entre automatiquement dans des domaines qui sont à la limite de la science. Pourquoi? Parce que ces gens-là font de la magie et de la sorcellerie, prennent des substances hallucinogènes et rentrent dans des univers qui nous sont inconnus et qu'on essaye de comprendre. Donc, votre question, elle est pertinente, mais nous, on ne peut pas vous répondre parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on regarde, on ne sait pas ce qui se passe. Or, ce qui se passe, en fait, à mon avis, c'est que les univers virtuels, c'est-à-dire ce que la technologie nous apporte aujourd'hui et nous met devant le nez, c'est un truc géant, c'est monstrueux, c'est fou, c'est au-delà de tout ce qu'on n'a jamais pu avoir. Et on est en train de rentrer à petit là-dedans et de découvrir « Oh, ça c'est comme ça, oh, ça c'est fou ». Et on ne sait pas ce qui va se passer. On a en plus une technologie informatique qui fait le tour de la planète. On a Internet et puis on a les univers virtuels. On a des gens de toute la planète là-dedans. Et en plus de ça, on a l'émergence des intelligences artificielles. On n'en sait rien du tout sur les intelligences artificielles. On croit que les gens savent des trucs, mais non, on ne sait rien. C'est un inconnu total. Alors, on rentre en fait dans un univers aujourd'hui qui nous est vraiment étranger presque. Et on est en train d'observer ça comme quand on découvre une nouvelle culture inconnue. Voilà comment je peux vous répondre. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, pour l'instant, on jette juste des jalons pour essayer de décoder un peu les choses. On va nous falloir des années pour piger le truc. Hein. Ça, c'est clair. Oui, pas beaucoup mieux. Hein. La question que vous posez, effectivement, comme le dit Michel, elle est pertinente. Elle est pertinente à l'intérieur d'un cadre culturel donné qui est le nôtre. C'est-à-dire que le problème de l'archéologie, de l'anthropologie, c'est que c'est une science limite ou une science des limites. Et que même si elle se pose au départ comme étant une approche, une discipline scientifique parmi d'autres, elle traite des représentations du monde comme étant son objet. Et la différence entre croyance et connaissance scientifique ou savoir, c'est une différence qui appartient à notre culture. Et donc on est dans une espèce de boucle paradoxale dans laquelle, certes, on peut considérer que les populations exotiques ont des croyances ou des connaissances dont la plupart ne sont pas scientifiques, alors que nous sommes dépositaires d'un savoir qui est établi et qui nous a permis d'ailleurs historiquement aussi de dominer ces populations exotiques et de les coloniser. Mais depuis quelques décennies maintenant déjà, l'anthropologie a un petit peu viré sa cutie et est en train aussi de décrypter, de déconstruire nos modes d'approche du monde comme étant aussi des projections et des formes de croyances. Ce qu'on appelle un cadre de pensée ou un paradigme, ça n'est pas autre chose qu'une croyance, c'est-à-dire quelque chose que nous pensons être établi. Et en fait, on se rend compte que la seule différence qu'il y a entre les savoirs et les croyances, c'est que les savoirs peuvent évoluer, alors que les croyances ont tendance à essayer de rester stables et de ne pas bouger. Mais comme elles évoluent, comme les savoirs évoluent, ils sont toujours saisis par le doute sur ce qu'ils produisent eux-mêmes, quoi. Alors moi, je sors mon joker, comme je dis au début, hein, moi je suis artiste. Donc tout ce que je vous raconte est totalement artistique, subjectif, irrationnel et pas du tout scientifique. Mais j'ai un deuxième joker. L'art, c'est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. J'arrête pas de le répéter. Et c'est au-delà de la science.
Alors là, vous allez me dire, non, mais arrête, Yann, tu déconnes. Hein. C'est les mathématiques, c'est compliqué, c'est tout ça, la physique. Et moi, je dis, oui, mais non, mais posons-nous la question de à quel moment le mot art apparaît. Hein. Le mot art apparaît, on peut parler par exemple de la maîtrise des mathématiques, ou de la maîtrise de la physique, de la maîtrise de l'anthropologie. Mais il y a un moment, on va tout d'un coup dire, on va dire l'art des mathématiques, l'art de l'anthropologie, l'art de la danse, l'art de la peinture, etc. Le mot art apparaît quand on commence à toucher à un niveau de traitement de l'information qui est d'une telle complexité qu'on ne peut plus formaliser sa maîtrise par des termes analytiques. Et du coup, on va parler d'art. Alors là, c'est super, parce que comme je suis un artiste, du coup, je domine tout ce monde de scientifiques. Et c'est même pas la peine de se poser la question si c'est mesurable ou pas, etc. C'est là. Voilà, Joker. Merci Yann. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Alors, bonjour, je vous remercie pour cette conférence, c'est très intéressant. Je suis artiste aussi, voilà, donc j'espère qu'on peut avoir une vision artistique, une créativité totale et une liberté sans limite dans sa création, sa vision des choses, sans pour autant avoir des arguments fallacieux et laisser des doutes pour faire exister les paradigmes qui nous arrangent. Donc, en vérité, je pense que chacun pense comme il veut, mais la problématique, c'est que cette discussion, comme c'était précisé tout à l'heure, parlait de la VR et des RPG, et que c'est parti sur une discussion métaphysique, et c'est tout à chacun de juger si, effectivement, on peut considérer comme tangible l'existence des univers parallèles, dans lequel voyagent les mystiques de toutes les civilisations. Mais en vrai, on ne peut pas, comme aujourd'hui vous parlez de la réalité, mais si on ne peut pas partir du principe que cette réalité n'existe pas. Parce que si on part du principe que cette réalité n'existe pas, on peut tout valider constamment. Donc effectivement, c'est une position, vos collègues l'ont dit, c'est une position artistique. Non, vous non. En réalité, ce qui est intéressant, c'est que vous avez conservé tout du long de la conférence, cette position artistique. Vous êtes parti dans des... Ça sera plus simple que ça. Vous êtes parti dans des théories qui vous sont personnelles, pardon ? Oui, ah oui, pardon. Vous êtes parti dans des théories personnelles, ce qui est votre droit. Le problème, c'est que ça reflète votre idéologie et certaines tendances au naturalisme. Bien, c'est pas grave, on a tous des naturalismes comme ça. Attendez, mais vos collègues... de faire du naturalisme, surtout pas. Ah bon ? Surtout pas. Bah non, moi je suis contre. Vous avez votre joker d'artiste. Vos collègues n'ont pas de joker d'artiste, eux. C'est le problème, c'est la position. C'est la position et c'est la façon dont vous exprimez le truc. C'est que pourquoi est-ce que vous avez besoin d'avoir cette discussion ésotérique alors que vous étiez invité pour parler de la VR ? C'est une question, moi je suis là par hasard en vérité. Ils parlent de ce qu'ils veulent aussi. Oui, effectivement. Et alors, dans ce cas-là, nous avons le droit de dire que nous voulons les sources et de vos informations et que quand vous parlez de l'existence des mondes parallèles parcourus par les chamans, j'aimerais bien en savoir plus. Et qu'est-ce qui vous permet d'exprimer la tangibilité de ces univers-là, voilà. Bon, et juste, il faut que vous puissiez recevoir ça. Moi, parce que bon, apparemment, vous êtes un peu remonté là, mais la VR... c'est de la réalité virtuelle avec un casque de réalité virtuelle. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez jouer dans des jeux vidéo massivement multijoueurs, c'est du RPG, du role-playing. Eh bien, c'est quoi ? Vous allez dans un univers qui est construit collectivement, dans lequel vous faites des jeux. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'il se passe des trucs au niveau de votre psychisme. Okay ? Je viens de lire, il y a quelques semaines, un livre d'un gars qui travaille aux États-Unis dans un laboratoire et qui se penche sur l'identité des avatars dans les jeux massivement multijoueurs. C'est absolument hallucinant ce qu'ils ont découvert. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous lisez ce genre de littérature. Le gars, il s'appelle Y-E-E, et c'est un ponte dans la question. Alors,
c'est pareil, on voit des choses qui se passent. Mais en fait, à partir du moment où vous rentrez dans ces univers-là, vous rentrez dans un univers où votre psychisme peut s'épanouir. Alors bon, vous allez peut-être penser que c'est pas scientifique, mais bon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On observe des trucs, on observe des choses, on les voit, on les note, et ensuite, on va y réfléchir. Hein. Mais c'est en fait quelque chose qui est en construction. L'émergence des jeux vidéo et des jeux massivement multijoueurs est extrêmement récente, très très récente dans l'histoire. Et c'est quelque chose de très nouveau. Et dans notre discipline à nous, il s'est passé un nombre d'années incalculable avant que les ethnologues commencent à se poser la question, mais est-ce que c'est quelque chose que nous, on peut étudier? Parce qu'ils se bloquaient sur la question du terrain, le terrain virtuel et le terrain physique. Parce que pour qu'une ethnie existe, elle doit avoir un terrain physique sur lequel ils se promènent. Or, la question de terrain virtuel, elle était pour eux inexistante parce que ça n'existe pas. Donc, parce que c'est un programme informatique. Or, il se trouve que maintenant qu'on a commencé à se pencher sur la question et qu'on a une nouvelle génération de chercheurs, eh bien, c'est très récent, ça date d'il y a 5 ans maximum. La question du terrain virtuel, elle a été acceptée. Hein, c'est-à-dire que c'est un vrai terrain, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des communautés qui se réunissent dans des univers virtuels et qui ont des relations sociales. Parce que c'est ça qui est important à savoir. Ce sont des relations sociales entre humains à travers un dispositif informatique, en réseau. Donc, à partir de là, c'est étudiable. Donc, ce que vous faites quand vous jouez aux jeux massivement multijoueurs, et même avec des casques de réalité virtuelle, vous faites en fait une expérience de communauté virtuelle, de toute manière, des relations sociales. À partir de là, c'est du domaine de la philosophie, de la psychologie, de l'anthropologie, etc., et de l'art aussi. Il y a en fait, toutes les disciplines se mixent là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est en train de se construire, ça. Alors, bon, vous pouvez nous reprocher d'être vagues, de nous amuser avec l'ésotérisme et tout, parce qu'on est un peu fasciné par ça aussi, et puis qu'on essaye de trouver des choses qui peuvent nous permettre de vous expliquer ce que ça peut représenter, en fait. Parce que nous n'avons pas encore déterminé nos termes techniques. Hein. Nous sommes encore en train de nous poser la question, mais est-ce qu'on va prendre le terme individualité ou subpersonnalité, et pourquoi et comment? Ce ne sont même pas des débats qui existent. Hein. C'est nous deux, là, Yann et moi, qui parlons de ça. Parce que on a une réflexion personnelle, et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a eu sa réflexion personnelle de son côté, moi j'ai eu la mienne de mon côté, on s'est rencontrés, on s'est trouvés, et il se trouve qu'en fait, notre démarche intellectuelle va dans le même sens. C'est quand même intéressant, ça. Et expérimental, oui, parce que bon, moi, ce que je fais, en fait, et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que ma spécialité, c'est l'anthropologie expérimentale. C'est-à-dire que pour savoir ce qui se passe, il faut que je fasse l'expérience, parce que sinon, le récit en lui-même ne me permet pas de valider la question. Il faut que je vois de mon propre chef, il faut donc que je m'immerge moi-même dans les univers. Je l'ai fait dans le monde du chamanisme à l'époque, donc j'ai appris les rituels amérindiens Sioux Lakota, la hutte de sudation, ces genres de choses. Donc je l'ai vécu, je sais comment ça fonctionne, et je l'ai appris. Et là, maintenant, je travaille sur les univers virtuels depuis quand même pas mal de temps. Et donc, j'ai décidé de faire cette anthropologie expérimentale, c'est-à-dire de m'immerger dans les univers pour vivre dedans, pour voir quelle transformation ça fait, et de recueillir aussi les discours des personnes. Voilà. Alors donc, vous ne pouvez pas nous reprocher de nous promener dans ces réflexions qu'on a, en nous disant que ce n'est pas scientifique, ou que ce n'est pas artistique, ou que ce n'est pas ci ou ça. Hein. Vous-même, vous n'en avez aucune idée de ce qui se passe, parce que bon, vous voulez un monde qui est vraiment bien cadré, avec des belles théories et tout ça. On ne peut pas vous le donner, parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas encore fait. Il faut attendre. Peut-être dans 10 ans. Oui, non, mais en même temps, c'est vachement intéressant que tu réagisses comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, en tant qu'auteur et artiste, d'être invité dans plein de colloques où j'ai raconté des trucs, des expériences vécues. Et j'ai été très surpris que ça ne déclenchait justement pas d'irritation. Et là, c'est très intéressant, si tu veux, que dans un milieu artistique, c'est précisément d'un artiste, hein, puisque tu es artiste, qu'apparaît l'irritation par rapport à ça. Alors,
par rapport à ce que je te dis, je ressors le Joker. Moi, je parle avec un témoignage de subjectivité. Hein, c'est un truc que j'ai vécu, moi, en tant qu'auteur et artiste. Exactement comme toi, j'en suis certain, dans ton travail artistique, tu vas toucher à une zone qu'on connaît tous en tant qu'artiste, qui est assez mystérieuse, où ce que Stanislavski appelle, par exemple, l'instant créateur, c'est le moment où tu peins, tu dessines, puis tout d'un coup, tu sens l'inspiration arriver, et c'est plus toi qui es en train de porter le pinceau, c'est quelque chose qui passe à travers toi. Enfin, tu as plein de témoignages de ce type-là dans l'histoire de l'art. Et là, on coince. C'est-à-dire que là, tu choisis d'être rationnel. Tu dis, bah oui, j'ai eu l'intuition, j'ai la maîtrise. Et puis, tu as d'autres choix où tu dis, bah, il y a quand même un truc mystérieux qui s'est passé. Et je ne peux pas m'empêcher de citer Jodorowsky à ce niveau-là, parce que je l'avais interviewé. Et il me parle de l'alchimie. Et il me dit, alors là, on est en plein dans l'ésotérisme, le fantastique. Jodo, il est parfait pour ça. Et il me dit, en alchimie, il y a deux voies. Il y a la voie humide et la voie sèche. Alors la voie sèche, c'est tu travailles, tu pries, tu relis, et peut-être tu trouves. Et la voie humide, ça sent des forces mystérieuses qui te tombent du cosmos, et tu trouves tout de suite. Alors je dis, c'est génial ce que tu me dis, là, ça ressemble, ça me fait penser au travail de l'artiste. Et là, il réfléchit 10 secondes, même pas, tu vois. Il me dit, ouais, mais non, Yann, en art, c'est pas du tout pareil qu'en alchimie. Si tu passes pas par la voie sèche, quand la voie humide te tombe dessus, tu fais rien que de la merde. Mais c'est à peu près ça. Tu vois ce que je veux dire, je suppose. C'est-à-dire que quand tu es jeune, quand tu débutes en art, tu peux avoir ce moment d'illumination génial où tout d'un coup, tu fais un truc de ouf total. Puis 3 jours plus tard, tu regardes ton dessin et c'est une grosse merde. Parce qu'il n'y a que toi qui vois qu'il y avait une illumination dedans. Et puis quand tu as travaillé des années, que tu as pratiqué des années, tu as acquis cette maîtrise, la techné, ce que les Grecs appellent la techné, c'est cette relation au réel qui fait qu'au moment où cet instant d'illumination artistique apparaît, ça passe à travers toi. Mais la réponse, j'en ai pas. Et tu as raison de soulever l'ancrage dans la rationalité. D'ailleurs, c'est une façon qu'on a de se border, parce que c'est évident que si on l'ouvre la porte à l'irrationnel, au fantastique et tout ça, mais tu pars en live total. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. Et que toi, que nous, eux ils peuvent pas, hein, c'est des scientifiques, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais nous, on peut ouvrir les portes et on y va à fond, tu vois, à fond. Voilà, enfin, c'était juste la réflexion que je voulais. Est-ce qu'on a encore une question ou une remarque ? Bien sûr. Juste une petite remarque pour ce point précis. Alors, si Yann utilise son joker volontiers d'artiste, je tiens juste à préciser que nos 2 invités sont en effet scientifiques et n'échappent pas à des règles épistémologiques, des règles de méthode, notamment en anthropologie. C'est une discipline, il y a des comités scientifiques et en qualité d'universitaire, donc, c'est quand même un savoir qui est testé et éprouvé. Voilà, je tenais juste à le rappeler. Est-ce qu'on a encore des questions ou des remarques ? Oui. Bah moi, du coup, il m'est venu une petite métaphore là. J'ai l'impression en fait que c'est comme si la connaissance c'était une mer et du coup les vagues c'était ce qu'on ne connaît pas, toutes ces espèces de mystères. Et du coup, notre job en tant que qu'artiste ou de scientifique, ça serait justement d'essayer de surfer ou de s'entraîner à surfer sur ces vagues sans se péter la gueule et sans fondre dans cette vague et se noyer, quoi. Et tout à l'heure, Yann, tu disais qu'on peut aller en profondeur dans ces mystères et certains artistes se perdent en fait. Est-ce que tu as 2-3 clés à nous offrir pour remonter à la surface et pour éviter de se perdre tout en allant dans cette expérience profondément ? Alors, effectivement, je connais le secret et j'ai 2-3 clés. Mais il faut que tu m'envoies un chèque pour que je te le donne. Tu vois. Non, évidemment, je déconne. Non, j'ai pas de truc, mais j'ai un discours élaboré là-dessus. C'est le discours du no-note. Je pense que nous, artistes, nous sommes des explorateurs des sphères d'information. Et comme il y a des explorateurs qui vont s'attaquer à des Himalayas, l'Himalaya, tu t'embarques pas à escalader l'Himalaya les mains dans les poches. Sinon, tu es mort. Et pour nous, artistes, c'est le même problème. Il y a des espaces informationnels, vaut mieux pas s'y engager en touriste, parce que ce sont des espaces qui sont dangereux cognitivement.
pour des tas de raisons. Soit tu utilises des amplificateurs cognitifs, hein, et ils peuvent tu restes scotché, ça arrive, j'ai des amis qui sont restés scotchés. Soit ça va te perturber énormément, c'est-à-dire la zone dans laquelle tu vas aller. Alors par exemple, les zones qu'on connaît, hein, qui sont des zones dangereuses, c'est la cruauté, le sadisme, la violence. Quand tu écris un roman, que tu mets en scène un serial killer, bah, ton personnage t'emporte. Ça, tous les auteurs le connaissent, ce phénomène-là. C'est un truc d'une étrangeté absolue. C'est que tu ne peux pas le trahir. Tout d'un coup, si tu es honnête, en tout cas, tu invoques des entités, et parfois ces entités t'amènent dans des zones sombres, extrêmement sombres, qui sont... Alors on ne sait pas, qui sont en moi, puis qui sont dans les autres. Alors c'est là la partie un peu métaphysique, mais sur laquelle je joue. Mais peut-être que si je parlais d'inconscient collectif, de culture, tu vois, de culture globale, je vais donner un exemple très concret. Je vais prendre l'entité du travesti. Le personnage du travesti transsexuel qui existe dans toutes les civilisations. Et j'ai des copains qui jouent à ça, qui sont travestis transsexuels. Et c'est très intéressant parce qu'on voit apparaître, quand vous commencez à l'invoquer, on voit apparaître un personnage archétypal qui est le même. C'est-à-dire, c'est des potes différents, qui ont des personnalités différentes, et tout d'un coup, ils jouent le travestissement, et on voit le même être qui apparaît. D'où vient cet être-là? Qui est-il? Et j'ai tendance à dire, nous, auteurs, nous, artistes, on passe notre temps à aller creuser justement dans ces plafonds-là, et à aller chercher ces entités qui sont présentes, et c'est là qu'il y a le mystère. Et c'est un mystère qui échappe à la science, parce que je pense que on touche à un tel niveau de complexité, de subjectivité, que pour l'instant, nous n'avons aucun outil d'investigation rationnelle qui permet de mesurer cet espace-là, hein, qui est l'espace de la complexité de l'imaginaire humain. Tu vois. Et cet espace de l'imaginaire humain est tellement vaste, tellement grand, qu'il y a des zones dans lesquelles tu t'embarques, qui vont t'amener à des moments étranges, qui peuvent être extrêmement déstabilisants. Et tu peux rester scotché, même sans avoir pris des adjuvants. Tu vas avoir des illuminations mystiques, tu vas avoir des choses qui vont se produire, et tu peux ne jamais en revenir intègre. Et donc c'est ce que je dis, mais c'est notre rôle. Moi je dis, nous auteurs, nous artistes, notre rôle, c'est parce que nous avons travaillé ça, nous travaillons tous les jours avec ça, et nous savons comment revenir de ces zones dangereuse. Exactement, tu vois, comme un explorateur qui va explorer l'Himalaya, on s'aguerrit petit à petit et on s'autorise à aller dans des zones dangereuses. Mais elles sont dangereuses. Voilà, c'est la seule chose. Et j'ai pas d'autres secrets à te donner pour te blinder par rapport à ça, tu vois. Merci beaucoup. Je pense que nous allons terminer là-dessus. Nous sommes arrivés au terme des 2 heures de conférence qui nous étaient imparties. Donc merci Michel, merci Patrick et merci Yann. Vous pouvez retrouver l'exposition de Yann donc, encore pendant 8 jours complets, donc de demain matin 10h, on réouvre à 10h jusqu'au dimanche d'après. Donc il est notre artiste en résidence à l'étage. Il a déployé une exposition donc à l'étage autour de son travail. Prochaine conférence pour le Festival du film fantastique dans le cadre de la section jeux vidéo et réalité virtuelle. Ce sera autour des ponts qu'il existe entre le manga et le jeu vidéo. C'est mercredi 19 à 19h, ici même, avec donc Alt 236, Buntavi Suvilé et Rufio du Nesblog qui viendront nous parler donc, des ponts qui existent entre la BD japonaise et le jeu vidéo. Et d'ici là, vous pouvez toujours venir profiter du rétro gaming, des bornes d'arcade, ainsi que de la compétition internationale de jeux indépendants. Merci à tous, très bonne soirée et à bientôt.